Sauvez ma petite sœur, elle va mourir, supplia un garçon des rues à un millionnaire. Quelques minutes plus tard, le millionnaire laissait le garçon en larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le petit matin arriva, froid et humide, quand Owen fut réveillé par le son d'une respiration irrégulière provenant du coin sombre du petit abri improvisé. Ses yeux bruns, habitués à la pénombre des rues, s'adaptèrent rapidement pour trouver sa petite sœur, Zoé, allongée sur des cartons qui lui servaient de lit. Le garçon de 12 ans, mince mais résili comme un arbre qui pousse entre les pierres du bitume, sentit un serrement dans la poitrine en réalisant que quelque chose n'allait pas. « Zo, ça va ?» demanda-t-il en s'approchant lentement de la fillette de 8 ans. Le petit visage délicat de Zoé était rouge comme une braise, et ses joues brûlaient d'une forte fièvre. Ses cheveux sombres, toujours bien soignés par son frère malgré les circonstances, collaient à son visage en sueur, et elle respirait difficilement, comme si chaque mouvement de sa poitrine était une bataille. Owen toucha le front de sa sœur et retira aussitôt sa main, effrayé par la chaleur qui irradiait de sa peau. La fillette ouvrit lentement les yeux, mais son regard était lointain et confus. « Owen, il fait très chaud ici », murmura-t-elle en frissonnant, malgré la fièvre intense qui la consumait. Le cœur d'Owen s'emballa comme un moteur sans contrôle, et il sentit le monde tourner autour de lui. Durant les 4 années où ils avaient vécu seuls dans la rue après la mort de leurs parents dans un accident, il avait toujours réussi à prendre soin de Zoé, à la protéger des dangers et à s'assurer qu'elle ait au moins un repas par jour. Mais maintenant, en voyant sa petite sœur dans cet état, il se sentait complètement perdu et impuissant. Ses mains tremblaient tandis qu'il essayait de penser à une solution. « Ne t'inquiète pas, oh, je vais trouver un moyen de t'aider, » dit-il, en essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. Owen courut vers le petit récipient où ils gardaient leurs maigres économies et renversa tout sur le sol, comptant chaque pièce avec un désespoir grandissant. 3 petites pièces et 2 billets froissés étaient tout ce qu'il possédait, le fruit de jours de mendicité et de petits boulots dans les rues. Il savait que cette somme ridicule ne suffirait même pas à acheter un simple médicament, et encore moins à payer une consultation médicale ou une admission à l'hôpital. La cruelle réalité s'abattit sur lui comme une pluie froide. « Je dois trouver de l'aide quelque part, mais où ?» pensa-t-il, passant ses mains dans ses cheveux en désordre dans un geste de désespoir. La respiration de Zoé commença à devenir encore plus difficile et elle toussait d'une manière sèche et douloureuse, comme si ses poumons étaient pleins de sable. Owen s'agenouilla à côté d'elle et lui prit sa petite main chaude, ayant l'impression de tenir quelque chose de très fragile qui pouvait se briser à tout moment. Les yeux de la fillette se refermèrent, et elle murmura des mots incompréhensibles, perdus quelque part entre la réalité et le délire de la fièvre. La peur s'empara d'Owen d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Zo, reste avec moi, ne me laisse pas seul », chuchota-t-il en serrant doucement sa main. Poussé par une détermination désespérée, Owen décida qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés à attendre un miracle. Il couvrit Zoé de sa propre veste, le seul vêtement chaud qu'il possédait, et sortit en courant dans les rues vides, à la recherche de quelqu'un qui pourrait les aider. Le vent froid de l'aube lui cinglait le visage comme des lames de rasoir, mais il ne sentait rien d'autre que l'urgence de sauver sa sœur. Ses jambes maigres le portaient de plus en plus vite à travers les avenues désertes, tandis que ses yeux cherchaient le moindre signe de vie ou d'espoir. « Quelqu'un doit m'aider, quelqu'un doit bien avoir un cœur », se répétait-il comme une prière désespérée. Les premières heures du matin amenèrent de l'animation dans les rues, et Owen commença à aborder les gens qui passaient, implorant de l'aide avec toute la sincérité que pouvait contenir son jeune cœur. Certains passants détournaient le regard et hâtaient le pas, d'autres faisaient des commentaires malveillants sur les enfants des rues. Quelques-uns s'arrêtaient pour écouter sa supplique, mais repartaient vite quand ils réalisaient qu'il ne demandait pas seulement quelques pièces. À chaque refus, le désespoir d'Owen grandissait comme une tempête dans sa poitrine. L'image de Zoé, fiévreuse et souffrante, ne quittait pas son esprit une seule seconde. « S'il vous plaît, ma sœur est très malade, elle a besoin d'un médecin de toute urgence », répétait-il à chaque personne qu'il rencontrait, toujours avec le même espoir qui se transformait vite en déception. Le soleil était déjà haut quand Owen atteignit le quartier chic de la ville, où les maisons étaient grandes et où des voitures de luxe circulaient dans des rues propres et bordées d'arbres. Il ne s'était jamais aventuré dans cette région auparavant, mais il savait que s'il y avait des gens avec assez d'argent pour aider Zoé, c'est là qu'il les trouverait. Ses vêtements sales et déchirés contrastaient radicalement avec l'environnement élégant qui l'entourait, et il recevait des regards de mépris et de suspicion partout où il passait. Malgré tout, il continua à marcher, déterminé à ne pas abandonner tant qu'il y aurait une seule possibilité de salut. Si ces gens ont tant d'argent,
peut-être que l'un d'eux aura assez de compassion pour aider un enfant malade, pensa-t-il, essayant de maintenir vivante la flamme de l'espoir. Owen se posta devant une pharmacie coûteuse, où des gens bien habillés entraient et sortaient constamment, portant des sacs de médicaments qui coûtaient probablement plus cher que ce qu'ils pourraient rassembler en des mois de travail. Il approchait chaque client avec la même supplique désespérée, expliquant la situation de Zoé et implorant une aide médicale ou financière. La plupart des gens l'ignoraient complètement, certains faisaient même des gestes de répulsion, et d'autres attiraient l'attention des agents de sécurité de l'établissement. Le directeur de la pharmacie ne tarda pas à apparaître et menaça d'appeler la police s'il n'arrêtait pas de déranger les clients. « Monsieur, s'il vous plaît, ne me chassez pas, ma sœur est en train de mourir et j'ai besoin d'aide », supplia Owen, mais ses paroles tombèrent dans le vide. Expulsé de la pharmacie, Owen continua sa recherche désespérée dans les rues du quartier riche, s'arrêtant devant des magasins de luxe, des restaurants élégants et des bureaux importants. À chaque endroit, il essayait d'expliquer sa situation, mais les gens semblaient vivre dans un monde complètement différent du sien, où la souffrance des enfants des rues était quelque chose de lointain et sans importance. Certains lui jetaient même quelques pièces par terre, comme s'il n'était qu'un mendiant ordinaire, sans comprendre que ce dont il avait besoin allait bien au-delà de l'aumône. Le temps passait, cruel et implacable, et Owen savait que chaque minute perdue pouvait être fatale pour Zoé. « Je ne peux pas rentrer les mains vides, elle a besoin de moi, maintenant plus que jamais », se répétait-il, luttant contre le découragement qui menaçait de le dominer. L'estomac d'Owen gargouillait de faim, car il n'avait rien mangé depuis la veille, mais l'inquiétude pour Zoé était bien plus grande que n'importe quel besoin physique qu'il pouvait ressentir. Ses jambes commençaient à lui faire mal à force de marcher, et sa gorge était sèche à force de parler et de supplier, mais il refusait de s'arrêter ou d'abandonner. L'image de sa petite sœur souffrante le motivait à continuer, même quand tout semblait perdu et sans espoir. Il pensa à la façon dont elle lui faisait toujours confiance pour résoudre tous les problèmes, comment elle le traitait de héros quand il parvenait à trouver de la nourriture ou un endroit sûr pour dormir. « Elle croit en moi, et je ne peux pas la décevoir maintenant », murmura-t-il, essuyant les larmes qui commençaient à poindre dans ses yeux fatigués. L'après-midi arriva, apportant une fatigue profonde et un sentiment d'échec qui pesait sur les épaules d'Owen comme un fardeau impossible à porter. Il avait parcouru des kilomètres de rues, abordé des centaines de personnes, et n'avait pas réussi à trouver une seule âme disposée à aider un enfant malade. À chaque refus, il sentait comme si une partie de son espoir mourait, mais le souvenir de Zoé l'empêchait d'abandonner complètement. Ses pieds étaient meurtris à l'intérieur de ses chaussures vieilles et trouées, et il ressentait des vertiges occasionnels à cause de la faim et de la fatigue extrême. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant, peut-être que la prochaine personne sera différente », se disait-il, forçant ses jambes à continuer à marcher. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Owen se retrouva sur l'une des avenues les plus élégantes de la ville, où des restaurants chers servaient des dîners qui coûtaient plus que ce que de nombreuses familles dépensaient en un mois entier. L'odeur de nourriture raffinée qui s'échappait des établissements lui tordait l'estomac, mais il tenta d'ignorer la faim physique pour se concentrer sur la faim émotionnelle de trouver de l'aide pour sa sœur. Les lumières des enseignes commencèrent à s'allumer, créant une atmosphère de luxe et de sophistication qui contrastait brutalement avec son désespoir. Il observait les gens bien habillés qui entraient et sortaient des restaurants, riant et parlant nonchalamment, vivant dans un monde où les urgences médicales se résolvaient d'un simple coup de téléphone. Comment peut-il y avoir tant d'abondance ici pendant que Zoé souffre ? Pensa-t-il, ressentant un mélange de révolte et de tristesse. Owen se posta stratégiquement devant le restaurant le plus élégant de l'avenue, un établissement doté de grandes baies vitrées qui laissaient voir l'intérieur luxueux, avec des tables couvertes de nappes blanches et des serveurs en smoking. Il savait que les clients de cet endroit avaient assez d'argent pour sauver 10 enfants comme Zoé, et peut-être que certains d'entre eux cachaient un cœur généreux sous leurs vêtements coûteux. Pendant plus d'une heure, il aborda chaque personne qui sortait du restaurant, racontant l'histoire de sa sœur avec toute l'émotion et la sincérité qu'il pouvait rassembler. Certains clients firent une charité superficielle, jetant quelques billets par terre sans même le regarder correctement, mais aucun d'entre eux ne semblait vraiment intéressé à aider avec le problème médical de Zoé. « Messieurs, s'il vous plaît, je ne demande pas l'aumône, ma sœur a un besoin urgent d'un médecin », expliquait-il, mais ses paroles semblaient résonner dans le vide. La nuit arriva, apportant un froid pénétrant qui fit frissonner Owen, d'autant plus qu'il avait laissé sa veste pour couvrir Zoé dans leur abri. Ses vêtements fins n'offraient aucune protection adéquate contre le vent glacial qui soufflait dans les rues désertes, et il commença à sentir les premiers signes que son propre corps atteignait la limite de sa résistance. Malgré tout,
Il resta à son poste devant le restaurant, déterminé à ne pas rentrer chez lui sans une solution au problème de sa sœur. Chaque personne qui passait représentait une nouvelle possibilité, un nouvel espoir qu'il trouverait enfin quelqu'un prêt à l'aider. Ses lèvres étaient gercées et ses mains tremblaient, mais sa détermination restait inébranlable. « Zoé compte sur moi, et je ne peux pas lui faire défaut », répétait-il comme un mantra, essayant de rester au chaud et motivé. C'est alors que les portes du restaurant s'ouvrirent de nouveau, et un homme différent des autres apparut sur le trottoir. Charles était un homme d'âge mûr, aux cheveux gris bien coiffés et aux vêtements qui témoignaient de sa position sociale privilégiée. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait une profondeur émotionnelle qu'Owen n'avait vue chez aucune des autres personnes qu'il avait abordées durant la journée. Il marchait lentement, comme quelqu'un qui portait le poids de ses propres pensées, et ne semblait pas pressé d'arriver quelque part. Contrairement aux autres clients du restaurant, il n'évita pas le regard d'Owen lorsque le garçon s'approcha, ni n'accéléra le pas ou ne dévia sa trajectoire. Cet homme a l'air différent des autres, peut-être qu'il m'écoutera, pensa Owen, sentant une petite étincelle d'espoir se ranimer dans sa poitrine. Owen s'approcha de Charles avec des pas prudents, essayant de trouver les mots justes pour expliquer sa situation désespérée sans ressembler à tous les autres mendiants que l'homme rencontrait probablement quotidiennement dans les rues. Il pouvait voir que Charles l'observait avec attention, non pas avec le mépris ou l'indifférence qu'il avait rencontré tout au long de la journée, mais avec une curiosité sincère qui redonnait espoir au garçon. Le cœur d'Owen battait la chamade, car il sentait que cela pourrait être sa dernière chance d'obtenir de l'aide avant qu'il ne soit trop tard pour Zoé. Il respira profondément, organisa ses pensées et se prépara à faire la supplique la plus importante de sa vie. « Monsieur, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Charles s'arrêta complètement et se tourna pour faire face à Owen. Le garçon put voir quelque chose dans ses yeux qu'il ne pouvait pas identifier complètement, peut-être de la compassion, de la curiosité, ou une profonde tristesse qui faisait écho à sa propre souffrance. L'homme ne dit rien immédiatement, mais son langage corporel indiquait qu'il était disposé à écouter, ce qu'aucune autre personne n'avait manifesté durant cette longue et frustrante journée. Owen sentit ses jambes trembler, non seulement à cause du froid et de la fatigue, mais aussi à cause de la nervosité et de l'attente. Il savait que les prochains mots qu'il prononcerait pourraient déterminer le destin de sa sœur, et la responsabilité de ce moment pesait sur ses épaules comme une montagne. « C'est peut-être le miracle que je cherche », pensa-t-il, rassemblant tout son courage pour ce qu'il s'apprêtait à faire. Les yeux pleins de larmes qu'il tentait désespérément de contenir, Owen commença à raconter son histoire à Charles. Il parla de la façon dont lui et Zoé avaient perdu leurs parents et vivaient seuls dans la rue depuis des années, prenant toujours soin l'un de l'autre et affrontant toutes les difficultés ensemble. Il expliqua comment Zoé s'était réveillée malade ce matin-là, avec une forte fièvre et des difficultés à respirer, et comment il avait passé toute la journée à chercher de l'aide sans succès. Sa voix tremblante portait toute l'émotion et le désespoir qu'il ressentait, et il pouvait voir que Charles prêtait vraiment attention à chaque mot qu'il disait. Contrairement à toutes les autres personnes qu'il avait abordées, l'homme ne semblait pas regarder sa montre ni chercher une excuse pour s'éloigner. « Monsieur, j'ai essayé d'obtenir de l'aide toute la journée, mais personne n'a voulu vraiment m'écouter. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez ma petite sœur, elle va mourir, » dit Owen, la voix brisée par l'émotion. Charles resta silencieux, mais son expression avait progressivement changé, passant d'une curiosité désinvolte à une attention sérieuse et concentrée. Owen sentait qu'il était enfin vraiment écouté, et non simplement toléré ou ignoré comme cela avait été le cas avec tous les autres. Le garçon continua son explication, décrivant la détérioration de l'état de Zoé et sa propre impuissance face à la situation, essayant de transmettre l'urgence du moment sans paraître excessivement dramatique. Il savait qu'il n'avait qu'une seule chance avec cet homme, et il ne pouvait pas la gâcher en étant trop émotif ou trop insistant. L'espoir grandissait dans sa poitrine comme une plante cherchant la lumière, mais il essayait de le contrôler pour ne pas être déçu à nouveau. « Ma sœur est tout ce que j'ai au monde, monsieur, et je ne sais plus quoi faire pour l'aider », avoua-t-il, laissant Charles voir toute sa vulnérabilité. Le vent froid de la nuit faisait danser les feuilles des arbres et produisait un bruit de fond qui semblait amplifier la tension du moment. Owen étudiait chaque micro-expression sur le visage de Charles, cherchant des signes de compassion, de rejet, d'intérêt ou d'indifférence. Il était devenu un expert dans la lecture des réactions des gens durant cette longue journée de suppliques et savait reconnaître quand quelqu'un était sur le point de les conduire ou quand il y avait une petite chance d'obtenir de l'aide. Avec Charles, cependant, il sentait quelque chose de différent, une attention sincère qui allait au-delà de la curiosité superficielle ou de la pitié condescendante.
L'homme semblait vraiment traiter l'histoire qu'il avait entendue, peser ses options et envisager comment il pourrait aider. « S'il te plaît, mon Dieu, fais que cet homme ait un bon cœur », pria Owen silencieusement, gardant les yeux fixés sur le visage de Charles. Réalisant que Charles continuait d'écouter sans faire le moindre mouvement pour s'éloigner, Owen décida d'être plus précis sur ce dont il avait besoin. Il expliqua qu'il ne demandait pas l'aumône ou de l'argent pour lui-même, mais simplement une aide médicale pour sa sœur malade. Il décrivit comment il avait tenté d'emmener Zoé dans des centres de santé publics à plusieurs reprises par le passé, mais qu'on l'avait informé qu'il y aurait une attente de plusieurs jours pour obtenir des soins, un temps que sa sœur n'avait manifestement pas. Il raconta comment, en tant qu'enfant des rues, ils avaient du mal à obtenir des soins médicaux, comment il avait essayé d'acheter des médicaments avec ses quelques économies, pour découvrir qu'il n'avait même pas assez d'argent pour les médicaments les plus basiques contre la fièvre. À chaque mot, il sentait qu'il ouvrait complètement son cœur à un étranger, espérant que sa sincérité toucherait quelque chose de profond chez l'homme en face de lui. « Je ne demande rien pour moi, monsieur, je veux juste que quelqu'un aide ma petite sœur à aller mieux, » dit-il, sa voix chargée d'une honnêteté qui tranchait avec le froid de la nuit. Charles rompit enfin son silence, mais pas avec des paroles de rejet ou des excuses comme Owen en avait entendu des centaines de fois ce jour-là. « Quels sont exactement les symptômes de votre sœur, et depuis combien de temps est-elle comme ça ?» demanda l'homme, sa voix démontrant un intérêt sincère qui fit accélérer le cœur d'Owen d'un espoir prudent. C'était la première fois de la journée que quelqu'un manifestait un réel intérêt à aider, posant des questions spécifiques au lieu d'écouter poliment avant de s'éloigner. Owen répondit avec des détails précis, décrivant comment la fièvre de Zoé avait commencé durant la nuit et s'était progressivement aggravée, comment sa respiration était devenue laborieuse et comment elle semblait confuse et délirante. « Elle a toujours été une fille forte, monsieur, mais aujourd'hui, elle arrive à peine à rester éveillée, » expliqua Owen, sentant qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui se souciait assez pour poser des questions pertinentes. La conversation entre Owen et Charles s'intensifia lorsque l'homme se pencha légèrement en avant, démontrant une attention totale. « A-t-elle déjà été aussi malade ? Avez-vous des antécédents médicaux que je devrais connaître ?» demanda Charles, son inquiétude sincère évidente dans le ton de sa voix. Owen expliqua que, malgré leur vie dans la rue, il avait toujours réussi à maintenir sa sœur en relative bonne santé, s'assurant qu'elle ait des vêtements propres quand c'était possible et assez de nourriture pour ne pas avoir faim. Il raconta comment il avait appris à prendre soin d'elle en observant d'autres personnes et en demandant conseil à des adultes bienveillants qu'il rencontrait occasionnellement, et comment c'était la première fois qu'il se sentait complètement perdu et incapable de résoudre un problème seul. « Monsieur, j'ai toujours réussi à prendre soin d'elle, mais cette fois, c'est différent. Elle a besoin d'une véritable aide médicale, » dit Owen, laissant Charles voir à quel point il lui était difficile d'admettre sa propre impuissance. Charles croisa les bras, pensif, avant de poser sa prochaine question cruciale. « Où se trouve exactement votre sœur maintenant ? Depuis combien de temps l'avez-vous laissée seule ?» questionna-t-il, et Owen put percevoir une urgence croissante dans la voix de l'homme. Owen sentit un mélange d'espoir et d'anxiété qui faillit le faire tomber alors qu'il expliquait l'emplacement du petit abri où il avait laissé sa sœur, décrivant la distance qui les séparait et son inquiétude de l'avoir laissée seule si longtemps. Le garçon pouvait voir que Charles faisait des calculs mentaux, envisageant peut-être la logistique d'une aide possible, et cela fit battre son cœur d'un espoir qu'il tentait désespérément de contrôler. Il ne voulait pas se faire d'illusions à nouveau, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Charles posait ses questions qui suggérait un intérêt allant au-delà de la simple curiosité. Le temps semblait suspendu dans ces moments d'observation silencieuse. « Elle est seule depuis des heures, monsieur, et j'ai très peur qu'il lui arrive quelque chose pendant que je suis ici, » avoua-t-il, sa voix révélant toute l'angoisse d'avoir dû choisir entre rester pour s'occuper de Zoé et sortir chercher de l'aide. Charles regarda Owen droit dans les yeux avec un sérieux que le garçon n'avait trouvé chez aucune autre personne durant toute cette journée. « Dites-moi exactement quel type d'aide médicale vous avez déjà essayé d'obtenir, » dit l'homme, sa voix ferme mais compatissante. L'intensité de la question poussa Owen à montrer les quelques pièces qui lui restaient dans ses poches, expliquant comment il avait dépensé pratiquement tout ce qu'ils avaient en essayant d'acheter des médicaments de base qui s'étaient révélés inefficaces. Il raconta ses tentatives frustrées d'obtenir des soins dans les centres de santé publics, comment il avait été traité par les employés comme un simple problème social, et comment il avait passé toute la journée à être rejeté par des gens qui avaient les moyens d'aider mais n'avaient aucun intérêt à le faire. Charles écouta tout avec une attention qu'Owen n'avait trouvée chez personne d'autre durant cette terrible journée. «
J'ai essayé tout ce que je savais, monsieur, mais il semble qu'il n'y ait pas de place pour des enfants comme nous dans ce monde, dit Owen, ses paroles chargées d'une maturité triste qui ne devrait pas exister chez quelqu'un de si jeune. Le moment de tension maximale arriva lorsqu'Owen réalisa qu'il avait raconté toute son histoire et dépendait maintenant entièrement de la réponse de Charles. Il avait complètement ouvert son cœur, révélé toute sa vulnérabilité et son désespoir, et placé le destin de sa sœur entre les mains d'un étranger qu'il avait rencontré quelques minutes auparavant. Le silence qui suivit sembla durer une éternité, avec seulement le bruit du vent et de la circulation lointaine pour remplir l'espace entre eux. Owen étudiait le visage de Charles, cherchant le moindre signe de ses intentions, sentant comme si son monde entier dépendait des prochains mots que l'homme prononcerait. Sa respiration était irrégulière, ses mains tremblaient de manière incontrôlable, et il se sentait comme au bord d'un précipice, sur le point de découvrir s'il avait enfin trouvé le salut ou s'il devrait accepter qu'il n'y avait plus d'espoir pour Zoé. « S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, ma sœur est tout ce que j'ai et je ne sais plus quoi faire, » dit-il, mettant toute son âme dans ces derniers mots. Charles observa le visage désespéré d'Owen pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Le garçon put voir quelque chose de profond bouger derrière les yeux de l'homme, comme si une décision importante était en train d'être prise à cet instant précis. Le silence de la nuit n'était rompu que par le son lointain de la circulation et la respiration irrégulière d'Owen, qui attendait une réponse qui pourrait changer complètement le destin de sa sœur. Charles respira profondément, et quand il parla enfin, sa voix portait une détermination qui fit bondir le cœur du garçon d'espoir. Il posa une main ferme sur l'épaule d'Owen, un geste qui transmit plus de sécurité que 1000 mots n'auraient pu le faire. « Allons chercher votre sœur tout de suite, et ensuite nous l'emmènerons au meilleur hôpital de la ville, » dit Charles, sa voix ferme tranchant le froid de la nuit comme une promesse de salut. Le soulagement qui submergea Owen fut si intense que ses jambes faillirent céder, et il dut s'appuyer contre le mur du restaurant pour ne pas tomber. Des larmes de gratitude commencèrent à couler sur son visage, et il essaya de parler, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge à cause de l'émotion écrasante qui s'empara de tout son être. Charles était déjà en mouvement, sortant les clés d'une voiture de luxe garée près du restaurant et faisant signe à Owen de le suivre rapidement. Le garçon n'était jamais monté dans une voiture aussi élégante, mais à ce moment-là, sa seule préoccupation était d'arriver auprès de Zoé le plus vite possible. L'urgence de la situation était palpable dans l'air, et tous deux savaient que chaque seconde perdue pouvait être cruciale pour la vie de la fillette. « Merci, monsieur, merci beaucoup, vous êtes en train de sauver la vie de ma sœur, » réussit à dire Owen, la voix brisée par l'émotion, en courant derrière Charles. Charles ouvrit les portières de la voiture avec des mouvements rapides et précis, démontrant une efficacité qui rassura Owen sur le sérieux de ses intentions. L'intérieur du véhicule était luxueux et confortable, avec des sièges en cuir qui contrastaient de manière spectaculaire avec les conditions précaires dans lesquelles le garçon avait l'habitude de vivre. Pendant que Charles démarrait le moteur, il posa plusieurs questions pratiques sur l'emplacement exact de l'abri où se trouvait Zoé, demandant des points de repère et des détails qui pourraient l'aider à trouver le chemin le plus rapide. Owen répondit à chaque question avec autant de précision que possible, décrivant des rues, des coins et des points de repère qui pourraient guider Charles à travers la partie la plus pauvre de la ville. Le moteur de la voiture ronronna doucement, et bientôt ils se déplaçaient dans les rues désertes de l'Aube, laissant derrière eux le quartier riche pour se diriger vers le monde complètement différent où Owen et Zoé luttaient quotidiennement pour leur survie. « Connaissez-vous bien cette partie de la ville où se trouve votre sœur ?» demanda Charles, gardant les yeux fixés sur la route tout en conduisant avec une vitesse contrôlée mais urgente. Pendant le trajet, Charles surprit Owen en révélant quelques détails sur lui-même, expliquant qu'il était un homme d'affaires et qu'il avait déjà perdu des personnes importantes dans sa vie par manque de soins médicaux adéquats au bon moment. Il raconta comment la souffrance du garçon avait touché quelque chose de profond en lui rappelant sa propre expérience avec des pertes qui auraient pu être évitées si l'aide était arrivée à temps. Ces paroles étaient chargées d'une sincérité qui fit réaliser à Owen qu'il n'avait pas affaire à un riche faisant la charité, mais à un homme qui comprenait véritablement la douleur de presque perdre quelqu'un de cher. La voiture accéléra à travers les avenues vides et à chaque pâté de maison qu'il passait, Owen sentait un mélange d'espoir et d'anxiété grandir dans sa poitrine. Charles conduisait avec habileté et détermination, comme quelqu'un qui avait pris une décision et s'y engageait pleinement. « Je sais ce que c'est de se sentir impuissant quand quelqu'un que l'on aime souffre, et je ne laisserai pas cela vous arriver, » dit Charles, sa voix chargée d'une conviction qui réconforta le cœur serré d'Owen. À mesure qu'ils approchaient de la périphérie de la ville, les rues devinrent plus étroites et mal éclairées, et Charles dut ralentir pour naviguer dans les conditions routières précaires. Owen guidait chaque virage et chaque détour,
sa familiarité avec ce territoire étant essentielle pour qu'ils atteignent la bonne destination. Le contraste entre la voiture de luxe et l'environnement ambiant était saisissant, mais Charles ne montra aucun malaise ni hésitation, gardant sa concentration entièrement dirigée vers la mission de sauvetage de Zoé. Ils passèrent par des ruelles sombres, des constructions abandonnées et des zones où peu de gens s'aventureraient à l'aube, mais l'homme continua de conduire avec la même détermination inébranlable. Owen observait Charles dans le rétroviseur, impressionné par la façon dont quelqu'un de sa position sociale était prêt à entrer dans ce monde complètement différent du sien juste pour aider un enfant inconnu. « Nous y sommes presque, monsieur, c'est juste au prochain coin », dit Owen, pointant dans la bonne direction tandis que son cœur s'accélérait à l'approche des retrouvailles avec sa sœur. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'endroit où Owen avait laissé Zoé, le garçon sauta de la voiture avant même que Charles ait eu le temps de se garer complètement, courant vers le petit abri improvisé avec une urgence désespérée. Charles le suivit de près, laissant la voiture en marche et les portes ouvertes pour faciliter une sortie rapide, démontrant qu'il avait pensé à chaque détail logistique de l'opération de sauvetage. L'abri était encore plus précaire que Charles ne l'avait imaginé, consistant essentiellement en quelques morceaux de carton et de plastique organisés contre un mur pour offrir une protection minimale contre les éléments. Quand Owen s'agenouilla à côté de sa sœur et l'appela par son nom, sa réponse fut encore plus faible que lorsqu'il était parti des heures auparavant, et cela lui envoya un frisson de terreur dans le dos. La fillette était visiblement plus mal en point, avec la peau encore plus chaude et la respiration plus laborieuse, et quand elle ouvrit les yeux, son regard était plus lointain et confus qu'auparavant. « Petite sœur, j'ai amené de l'aide, nous partons d'ici maintenant », dit Owen, essayant de garder sa voix calme tout en caressant les cheveux en sueur de sa sœur. Charles s'approcha, même sans être médecin, puis immédiatement percevoir que l'état de la fillette était grave et nécessitait une attention médicale urgente. Il observa la respiration irrégulière de Zoé, la pâleur de sa peau malgré la forte fièvre, et la façon dont elle semblait lutter pour garder les yeux ouverts et concentrés. Sans perdre de temps en hésitation, il se pencha et souleva doucement la fillette dans ses bras, se surprenant de sa légèreté et de sa fragilité, comme un oiseau blessé nécessitant des soins immédiats. Zoé murmura quelque chose d'incompréhensible lorsqu'elle fut déplacée, et Charles put sentir la chaleur de la fièvre irradier à travers ses vêtements fins. Owen rassembla rapidement les quelques affaires qu'il possédait, y compris la veste qu'il avait laissée pour couvrir sa sœur, et suivit Charles jusqu'à la voiture d'un pas pressé. La situation était clairement plus critique que ce que l'un ou l'autre avait imaginé, et l'urgence du moment pesait sur eux comme un nuage sombre. « Elle est très chaude, nous devons arriver à l'hôpital le plus vite possible », dit Charles, sa voix révélant une inquiétude sincère tout en portant soigneusement Zoé vers le véhicule. Le processus pour installer Zoé sur la banquette arrière de la voiture se fit avec un soin extrême, Charles et Owen travaillant ensemble pour s'assurer qu'elle soit aussi confortable que possible pendant le trajet. Owen s'assit à côté de sa sœur, lui tenant sa petite main chaude tout en lui chuchotant des mots d'encouragement à l'oreille, essayant de la garder consciente et connectée à la réalité. Charles régla la climatisation de la voiture pour tenter d'atténuer l'inconfort causé par la forte fièvre et alluma le GPS pour trouver l'itinéraire le plus rapide vers l'hôpital privé le plus réputé de la ville. Le moteur de la voiture rugit lorsque Charles appuya sur l'accélérateur, et bientôt il se déplaçait à nouveau, cette fois en transportant la précieuse cargaison qui représentait toute la raison d'être d'Owen. À chaque feu rouge qu'il rencontrait, Charles tambourinait impatiemment sur le volant, clairement anxieux d'atteindre la destination le plus rapidement possible. Les rues étaient encore relativement vides en raison de leur tardive, ce qui leur permit de maintenir une vitesse constante et sûre. « Reste avec moi, nous allons dans un endroit où ils prendront soin de toi », murmura Owen, serrant doucement la main de sa sœur tout en observant son visage pâle et en sueur. Pendant les premières minutes du trajet vers l'hôpital, Zoé resta semi-consciente, répondant occasionnellement aux paroles d'Owen par de faibles murmures ou de petits mouvements de tête. Charles conduisait habilement dans les rues de la ville, alternant entre les avenues principales et les raccourcis qu'il connaissait, maintenant toujours l'équilibre entre la vitesse et la sécurité. Owen n'arrêtait pas de parler à sa sœur, lui racontant des histoires qu'elle aimait, se remémorant des moments heureux qu'ils avaient partagés, et lui promettant que tout irait bien dès qu'ils arriveraient à l'hôpital. Le son doux du moteur de la voiture et la voix attentionnée d'Owen créaient une atmosphère qui contrastait avec la tension palpable de la situation, comme s'ils étaient dans une bulle d'espoir naviguant dans la nuit incertaine. Charles regardait occasionnellement dans le rétroviseur pour vérifier l'état de Zoé, et ses expressions révélaient une inquiétude croissante. Le GPS indiquait qu'il fallait encore plusieurs minutes pour atteindre l'hôpital, et chaque seconde qui passait semblait une éternité pour Owen.
Continue de lui parler, c'est important pour la maintenir consciente, dit Charles, son expérience personnelle des situations d'urgence médicale transparaissant dans ses paroles soigneusement choisies. Environ à mi-chemin de l'hôpital, Owen remarqua que les réponses de Zoé à ses paroles devenaient de plus en plus faibles et espacées. La fillette lui tenait toujours la main, mais la prise perdait progressivement de sa force, et sa respiration devenait plus irrégulière et superficielle. Charles perçut le changement dans la dynamique de la banquette arrière à travers le rétroviseur et augmenta légèrement la vitesse, tout en gardant le contrôle total du véhicule. L'inquiétude était clairement visible sur le visage de l'homme, qui comprenait maintenant qu'ils étaient vraiment dans une course contre la montre pour sauver la vie d'un enfant. Owen intensifia ses efforts pour maintenir Zoé consciente, parlant plus fort et lui serrant la main plus fermement, essayant désespérément de la garder connectée à lui et à la réalité qui les entourait. Les lumières de la ville défilaient rapidement par les fenêtres de la voiture, créant un motif hypnotique qui contrastait avec l'urgence de la situation qui se déroulait à l'intérieur du véhicule. « Zoé, tu dois rester éveillée, nous sommes presque à l'hôpital », dit Owen, sa voix chargée d'une urgence croissante en observant les signes inquiétants dans l'état de sa sœur. Charles prit la décision de prendre un raccourci qu'il connaissait, passant par une zone industrielle moins fréquentée qui pourrait leur faire gagner quelques précieuses minutes sur le trajet vers l'hôpital. Tout en naviguant dans les rues plus étroites, il appela l'hôpital en utilisant le système main libre de la voiture, expliquant rapidement qu'il arrivait avec une urgence pédiatrique et demandant qu'une équipe médicale soit prête à les recevoir à l'entrée. La personne à l'autre bout du fil posa plusieurs questions sur les symptômes de Zoé, et Charles répéta les informations qu'il avait recueillies auprès d'Owen, décrivant la forte fièvre, les difficultés respiratoires et la détérioration de l'état de conscience de la fillette. Owen écoutait la conversation avec un mélange de soulagement et d'anxiété, reconnaissant que Charles prenait toutes les mesures nécessaires, mais toujours inquiet de l'état de plus en plus grave de sa sœur. Le fait que des professionnels de la santé les attendraient déjà leur donnait le sentiment qu'ils étaient enfin sur la bonne voie pour obtenir l'aide dont Zoé avait désespérément besoin. « Ils seront prêts à vous recevoir dès votre arrivée », dit Charles, essayant de rassurer Owen tout en continuant à conduire avec détermination dans les rues nocturnes de la ville. La situation à l'intérieur de la voiture devint plus critique lorsque Zoé cessa complètement de répondre aux tentatives d'Owen de la maintenir consciente. Ses yeux restaient fermés même lorsque son frère parlait plus fort, et sa respiration devenait de plus en plus irrégulière et laborieuse. Owen sentit la panique lui monter à la gorge en réalisant que la main de sa sœur était complètement détendue dans la sienne, sans aucune réponse au toucher ou à la pression. Charles remarqua immédiatement le changement de comportement d'Owen et demanda ce qui se passait, gardant les yeux fixés sur la route mais clairement préoccupé par ce qui se déroulait sur la banquette arrière. Le garçon expliqua rapidement que Zoé ne répondait plus, et sa voix tremblait de peur tandis qu'il essayait de vérifier si elle respirait encore correctement. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture passa instantanément de l'espoir à la critique, et tous deux savaient qu'ils étaient maintenant dans une véritable course contre la montre. Charles appuya encore plus sur l'accélérateur, en maintenant toujours la sécurité, mais en privilégiant clairement la vitesse dans les limites du possible. « Reste calme et continue de lui parler, même si elle ne répond pas, elle pourrait t'entendre », ordonna Charles, sa voix ferme essayant de transmettre de la confiance dans un moment de désespoir croissant. Les lumières de l'hôpital commencèrent à apparaître au loin, comme un phare d'espoir tranchant l'obscurité de la nuit, et Charles pointa du doigt le bâtiment illuminé pour montrer à Owen qu'ils atteignaient presque leur destination. Le garçon regarda dans la direction indiquée et sentit une vague de soulagement mêlée d'anxiété, sachant qu'ils arrivaient enfin à l'endroit où Zoé pourrait recevoir un traitement médical adéquat. Charles se préparait déjà à l'arrivée, ralentissant progressivement à l'approche de l'entrée des urgences et vérifiant s'il y avait une équipe médicale qui les attendait, comme il l'avait demandé par téléphone. Owen continuait de tenir la main de Zoé et de lui chuchoter à l'oreille, lui promettant que tout irait bien et que bientôt elle serait prise en charge par les meilleurs médecins de la ville. La respiration de la fillette restait irrégulière, mais elle était toujours en vie, et c'était tout ce qui comptait à ce moment critique. Charles manœuvra la voiture vers la zone des urgences, où une équipe médicale attendait effectivement avec un brancard et l'équipement nécessaire pour recevoir un enfant en état critique. « Nous sommes arrivés, les médecins sont là pour s'occuper de toi », dit Owen, sa voix mêlant espoir et désespoir en observant les professionnels de la santé s'approcher du véhicule. Charles gara la voiture juste devant l'entrée des urgences, et avant même d'avoir coupé le moteur, des médecins et des infirmières s'approchaient déjà rapidement du véhicule. L'équipe médicale travailla avec une efficacité impressionnante, ouvrant les portes arrière de la voiture et évaluant rapidement l'état de Zoé tout en se préparant à la transférer sur le brancard de l'hôpital.
Owen dut s'écarter pour permettre aux professionnels de travailler, mais resta aussi près que possible de sa sœur, lui tenant la main jusqu'au dernier moment où il fut nécessaire de la lâcher. Charles observait toute la scène avec attention, prêt à fournir toute information supplémentaire dont les médecins pourraient avoir besoin sur les antécédents médicaux de la fillette ou sur le déroulement du trajet. La coordination entre les membres de l'équipe médicale était impressionnante, chaque personne sachant exactement quel était son rôle dans le processus de stabilisation et de transfert du patient. Zoé fut soigneusement déplacée du siège de la voiture au brancard de l'hôpital, et des moniteurs médicaux commencèrent immédiatement à vérifier ses signes vitaux. Elle a 8 ans et a eu une forte fièvre pendant plusieurs heures, sa respiration devenait de plus en plus difficile, expliqua rapidement Owen au médecin, essayant de fournir toutes les informations pertinentes qui pourraient aider au diagnostic. Le moment le plus effrayant survint lorsque, pendant le transfert de Zoé du brancard à l'intérieur de l'hôpital, elle perdit complètement connaissance devant tout le monde. Ses yeux, qui étaient déjà fermés, ne montrèrent aucune réaction lorsque les médecins testèrent sa réactivité, et sa respiration devint encore plus irrégulière et superficielle. Owen eut l'impression que le monde s'effondrait autour de lui en voyant sa petite sœur dans cet état, complètement inerte et dépendante des équipements médicaux pour sa survie. Charles posa une main protectrice sur l'épaule du garçon, essayant d'offrir un soutien émotionnel dans un moment de terreur absolue. L'équipe médicale réagit immédiatement au changement d'état de Zoé, accélérant le processus de transfert à l'intérieur de l'hôpital, où ils avaient accès à un équipement plus avancé. Les portes automatiques des urgences s'ouvrirent rapidement, et tout le cortège se dirigea vers l'intérieur de l'hôpital, avec Owen et Charles suivant de près, s'accrochant toujours à l'espoir qu'il ne soit pas trop tard. Les couloirs de l'hôpital semblaient interminables tandis que le brancard était rapidement poussé vers la zone de soins intensifs. « Elle ira bien, ils savent ce qu'ils font », dit Charles, essayant de convaincre à la fois Owen et lui-même que tout pouvait encore avoir une fin heureuse. L'équipe médicale disparut rapidement derrière les portes battantes de la salle d'urgence, emmenant Zoé inconsciente sur un brancard, entourée d'équipements qui émettaient des sons constants et des lumières clignotantes. Owen essaya de suivre le cortège, mais fut gentiment arrêté par une infirmière qui expliqua que seuls les médecins pouvaient entrer dans la zone de traitement pendant les premiers moments critiques. Le garçon resta dans le couloir, regardant les portes se fermer entre lui et sa sœur, se sentant plus impuissant que jamais dans sa vie. Charles resta à ses côtés, offrant une présence silencieuse mais réconfortante, tandis que tous deux attendaient des nouvelles de l'état de Zoé. Le son des équipements médicaux résonnait à travers les portes, créant une symphonie mécanique qui représentait la lutte pour la vie qui se déroulait de l'autre côté. « Ils prendront soin d'elle, Owen, c'est le meilleur hôpital de la ville », dit Charles, posant une main ferme sur l'épaule du garçon tout en observant les portes fermées avec la même anxiété. Quelques minutes plus tard, une médecin sortit de la salle d'urgence et se dirigea directement vers Charles et Owen. Son expression sérieuse mais professionnelle indiquait qu'elle avait des informations importantes à partager. Elle expliqua que Zoé était dans un état critique et devrait être admise immédiatement à l'unité de soins intensifs pour recevoir des soins spécialisés et une surveillance constante. La médecin utilisa des termes simples pour décrire l'état de la fillette, expliquant que sa température corporelle était dangereusement élevée et que sa respiration nécessitait l'aide d'équipements spéciaux. Owen écouta chaque mot avec une attention totale, essayant de comprendre la gravité de la situation sans se laisser complètement dominer par la peur qui grandissait dans sa poitrine. Charles posa plusieurs questions spécifiques sur les traitements nécessaires et les coûts impliqués, indiquant clairement dès le premier instant qu'il était prêt à payer tout ce qui était nécessaire pour sauver la vie de la fillette. « Docteur, faites tout ce qui est nécessaire, l'argent n'est pas un problème », dit Charles avec détermination, tandis qu'Owen le regardait avec une gratitude qui ne pouvait tenir en mots. Le processus d'admission à l'unité de soins intensifs fut rapide et efficace, Charles assumant l'entière responsabilité financière et fournissant ses informations personnelles pour que l'hôpital puisse procéder au traitement sans aucun retard bureaucratique. Owen accompagna tout le processus administratif en silence, essayant toujours de comprendre comment sa vie avait complètement changé en quelques heures, passant du désespoir total à l'accès aux meilleurs soins médicaux disponibles. Charles parlait avec le personnel de l'hôpital comme quelqu'un habitué à résoudre des problèmes complexes rapidement, s'assurant que tous les aspects logistiques soient organisés pour que l'attention puisse être entièrement dirigée vers le traitement de Zoé. L'équipe médicale semblait impressionnée par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles Charles résolvait les questions administratives, leur permettant de se concentrer exclusivement sur les aspects médicaux du cas.
Tandis que Charles signait des documents et autorisait des procédures, Owen restait proche, observant chaque mouvement et essayant de comprendre comment un étranger investissait autant de temps et de ressources pour sauver sa sœur. « Monsieur Charles, je ne sais pas comment je pourrais vous remercier pour tout ça », murmura Owen, sa voix chargée d'une émotion qui allait au-delà de la simple gratitude. Après que tous les aspects administratifs furent réglés, Charles et Owen furent conduits à la salle d'attente de l'unité de soins intensifs, un environnement conçu pour offrir un certain confort aux familles confrontées à des moments difficiles. La salle était calme et bien éclairée, avec des fauteuils confortables et un petit espace avec des magazines et des livres, mais rien ne pouvait diminuer la tension qui flottait dans l'air. Owen s'assit dans l'un des fauteuils près de la fenêtre qui offrait une vue sur le parking de l'hôpital, mais ses yeux étaient fixés sur la porte menant à l'unité de soins intensifs, où sa sœur se battait pour sa vie. Charles s'assit à côté de lui, et tous deux restèrent silencieux pendant quelques instants, chacun perdu dans ses propres pensées sur la situation en cours. À chaque mouvement de personnel médical passant dans les couloirs, Owen levait la tête, attendant des nouvelles de Zoé, mais les heures passaient lentement sans aucune mise à jour sur son état. L'horloge au mur marquait le temps de manière cruelle et implacable, leur rappelant constamment que chaque minute pouvait être décisive pour le sort de la fillette. L'attente est toujours la partie la plus difficile, mais les médecins savent ce qu'ils font, dit Charles, essayant d'offrir un peu de réconfort tout en luttant lui-même contre sa propre anxiété. Pendant les premières heures d'attente, Charles en profita pour mieux connaître l'histoire d'Owen et de Zoé, demandant comment ils en étaient arrivés à vivre seuls dans la rue et comment ils avaient réussi à survivre pendant toutes ces années difficiles. Owen raconta la mort de leurs parents dans un accident alors qu'ils n'avaient que 8 ans et Zoé seulement 4, et comment il avait pris la responsabilité de s'occuper de sa sœur depuis lors. Il décrivit les difficultés qu'ils affrontaient quotidiennement, de la recherche de nourriture et d'un abri à la protection contre les dangers de la rue, gardant toujours Zoé comme sa principale priorité. Charles écouta chaque mot avec une attention sincère, posant occasionnellement des questions qui démontraient son réel intérêt pour la vie des frères et sœurs et son admiration pour la détermination et la maturité qu'Owen avait développée dans des circonstances aussi adverses. La conversation aida à passer le temps et créa un lien plus profond entre les deux, transformant Charles d'un étranger généreux en quelqu'un qui se souciait vraiment de l'avenir des enfants. « Tu as mieux pris soin d'elle que beaucoup d'adultes ne l'auraient fait, Owen, cela montre la grandeur de ton cœur, » dit Charles, sa voix chargée d'une admiration sincère pour la force et le dévouement du garçon. À mesure que l'aube avançait, Charles partagea quelques aspects de sa propre vie avec Owen, expliquant comment il avait bâti sa fortune grâce à un travail acharné et à de la détermination, mais révélant aussi comment il avait perdu des personnes importantes en cours de route. Il raconta comment le succès financier ne compensait pas toujours la solitude et le vide émotionnel qu'il ressentait parfois, surtout face à des situations comme celle qu'il vivait à ce moment-là. Charles expliqua qu'aider Owen et Zoé n'était pas seulement un acte de charité, mais aussi une opportunité pour lui de trouver un but plus profond dans sa vie, quelque chose que l'argent seul ne pouvait pas fournir. Owen écouta ces révélations avec une maturité surprenante pour son âge, comprenant que Charles portait aussi ses propres douleurs et que peut-être il pourrait s'entraider d'une manière qui allait au-delà de la situation médicale actuelle. Le lien entre les deux se renforça à chaque parole partagée, créant une base de confiance mutuelle qui serait importante pour la suite. Parfois, les gens entrent dans nos vies exactement au moment où nous en avons le plus besoin, dit Charles, regardant Owen droit dans les yeux avec une sincérité qui toucha profondément le cœur du garçon. La première mise à jour médicale arriva lorsque le soleil se levait déjà, apportant une douce lumière à travers les fenêtres de la salle d'attente. La même médecin qui leur avait parlé plus tôt apparut à la porte, son expression soigneusement contrôlée pour ne pas en révéler trop avant de pouvoir expliquer la situation complètement. Elle informa que Zoé avait été temporairement stabilisée, mais que son état était toujours considéré comme critique et que les prochaines heures seraient décisives pour déterminer sa guérison. La médecin expliqua qu'ils avaient réussi à faire baisser de manière significative la fièvre de la fillette et qu'elle répondait bien aux médicaments, mais qu'une surveillance constante serait encore nécessaire pour éviter les complications. Owen sentit une vague de soulagement mêlé d'appréhension, reconnaissant de savoir sa sœur au moins stable, mais toujours inquiet du fait qu'elle ne soit pas complètement hors de danger. Charles posa plusieurs questions techniques sur les prochaines étapes du traitement et sur le moment où il pourrait voir Zoé, démontrant son engagement continu envers le bien-être de la fillette. « Est-ce que cela signifie qu'elle ira bien ?» demanda Owen, sa voix chargée d'un espoir prudent tout en observant le visage de la médecin pour des signes d'optimisme. La médecin expliqua que, bien que les premiers signes soient encourageants, Zoé devrait rester à l'unité de soins intensifs pendant au moins quelques jours pour s'assurer que sa guérison continue de progresser positivement.
Elle détailla comment l'équipe médicale continuerait de surveiller tous les signes vitaux de la fillette et d'ajuster les médicaments si nécessaire pour optimiser sa convalescence. Charles demanda spécifiquement la possibilité de visite, et la médecin expliqua qu'en raison des règles de l'unité de soins intensifs, les visites seraient limitées et de courte durée, mais qu'il pourrait voir Zoé dans quelques heures lorsqu'elle serait plus stable. Owen absorba toutes ces informations avec un mélange de soulagement et d'anxiété, reconnaissant de savoir que sa sœur recevait les meilleurs soins possibles, mais toujours désespéré de la voir et de s'assurer qu'elle irait vraiment bien. La perspective de pouvoir enfin voir Zoé après tant d'heures d'incertitude donna à Owen un sentiment d'espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Docteur, quand pourrons-nous la voir ? J'ai besoin de savoir qu'elle va vraiment bien, » dit Owen, son besoin d'être près de sa sœur évident dans chaque mot qu'il prononçait. Après que la médecin soit partie pour retourner s'occuper de Zoé, Charles suggéra qu'il profite du temps jusqu'à la prochaine mise à jour pour prendre un café et manger quelque chose, car aucun des deux n'avait mangé correctement au cours des dernières heures. Owen résista initialement à l'idée de s'éloigner de l'unité de soins intensifs, même si ce n'était que pour aller à la cafétéria de l'hôpital, mais Charles expliqua qu'il devait maintenir ses forces pour pouvoir s'occuper de Zoé à son réveil. Le garçon finit par accepter, comprenant la logique de l'argument de Charles, et les deux se dirigèrent vers la cafétéria de l'hôpital, qui fonctionnait 24 heures sur 24 pour servir les membres de la famille et le personnel. L'environnement de la cafétéria était simple mais accueillant, offrant une pause nécessaire de l'atmosphère tendue de l'unité de soins intensifs. Owen mangea lentement, encore trop inquiet pour avoir beaucoup d'appétit, mais Charles l'encouragea doucement à manger correctement. « Zoé aura besoin que tu sois fort quand elle se réveillera, donc tu dois aussi prendre soin de toi, » dit Charles, observant avec satisfaction quand Owen commença enfin à manger avec plus d'entrain. Pendant ce petit déjeuner improvisé, Charles commença à poser des questions pratiques sur l'avenir d'Owen et de Zoé, s'interrogeant sur leur plan à long terme et sur la manière dont ils comptaient continuer à vivre après la guérison de Zoé. Owen admit qu'il n'avait jamais beaucoup pensé au-delà de la survie quotidienne, expliquant que toute son énergie avait toujours été concentrée sur le fait de s'assurer que lui et sa sœur aient de la nourriture et un abri pour chaque nuit. Charles écouta ses réponses avec une expression pensive, traitant clairement l'information et envisageant des possibilités qu'il n'avait pas encore partagées avec le garçon. La conversation s'orienta progressivement vers des questions d'éducation, Charles demandant si Owen et Zoé savaient lire et écrire, et découvrant que malgré les circonstances difficiles, Owen avait réussi à apprendre les bases et avait essayé d'enseigner à sa sœur chaque fois que possible. L'intérêt de Charles pour ces questions pratiques suggérait qu'il pensait à des moyens d'aider les frères et sœurs au-delà de la situation médicale immédiate, en considérant leur bien-être à long terme. « Vous êtes des enfants intelligents et vous méritez d'avoir des opportunités de grandir et d'apprendre, » dit Charles, ses paroles portant une promesse implicite qui fit accélérer le cœur d'Owen d'un espoir qu'il osait à peine ressentir. Quand ils retournèrent à la salle d'attente de l'unité de soins intensifs, ils trouvèrent une autre infirmière qui les attendait avec une mise à jour sur l'état de Zoé. La professionnelle expliqua que la fillette avait montré des signes supplémentaires d'amélioration au cours des dernières heures, répondant positivement au traitement et présentant des signes vitaux plus stables. Plus important encore, il informa que Zoé avait brièvement repris connaissance et avait demandé son frère, ce qui était un signe extrêmement positif que ses fonctions cognitives étaient intactes. Owen sentit des larmes de soulagement couler sur son visage en entendant que sa sœur avait demandé après lui, car cela signifiait qu'elle allait vraiment mieux et se souvenait encore de lui. Charles observa la réaction émotionnelle d'Owen avec un sourire discret, comprenant à quel point cette nouvelle était significative pour le garçon qui avait porté le poids de la responsabilité pour sa sœur pendant tant d'années. L'infirmière informa également qu'il pourrait faire une brève visite à Zoé dans environ 1 heure, dès que l'équipe médicale aurait terminé quelques procédures de routine. L'heure suivante passa lentement, Owen et Charles alternant entre des conversations sur l'avenir et des périodes de silence contemplatif, tous deux impatients d'avoir l'opportunité de voir enfin Zoé et d'avoir la confirmation visuelle qu'elle se rétablissait vraiment. Charles profita de ce temps pour passer quelques appels téléphoniques, annulant des engagements professionnels et réorganisant son emploi du temps pour pouvoir rester à l'hôpital aussi longtemps que nécessaire. Owen observait Charles gérer ses affaires même dans une situation aussi personnelle, impressionné par la façon dont l'homme avait placé le bien-être de 2 enfants inconnus au-dessus de ses propres responsabilités professionnelles. Le dévouement de Charles à la situation allait bien au-delà de ce qu'on attendrait de quelqu'un faisant simplement la charité, suggérant un réel engagement émotionnel envers le destin des frères et sœurs. Le garçon ressentit une gratitude profonde et complexe, mêlée à une curiosité croissante quant aux motivations de Charles et à ce que l'avenir pourrait leur réserver. « Monsieur Charles,
Pourquoi faites-vous tout cela pour nous ? Demanda Owen, verbalisant enfin la question qui lui trottait dans la tête depuis le moment où Charles avait décidé de les aider. Charles interrompit ses appels téléphoniques et regarda Owen directement, réfléchissant soigneusement à la manière de répondre à une question aussi directe et importante. Il expliqua qu'il avait reconnu quelque chose de spécial dans l'amour et le dévouement qu'Owen démontrait pour sa sœur, lui rappelant des relations importantes dans sa propre vie qu'il avait perdues à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. Charles partagea qu'il avait grandi dans une famille modeste et comprenait les difficultés de la lutte pour la survie, bien que ces circonstances n'aient jamais été aussi extrêmes que celles des frères et sœurs. Il admit que sa vie était devenue très axée sur le travail et le succès financier, laissant peu de place aux liens humains significatifs, et que trouver Owen et Zoé lui avaient donné l'occasion de redécouvrir ce qui comptait vraiment dans la vie. L'honnêteté et la vulnérabilité de Charles dans sa réponse touchèrent profondément Owen, qui commença à comprendre que peut-être lui et Zoé pourraient offrir quelque chose d'important à Charles, tout comme Charles leur offrait le salut. « Parfois, nous trouvons une famille dans les endroits les plus inattendus, » dit Charles, ses paroles portant un poids émotionnel qui suggérait des possibilités futures qu'aucun des deux n'avait encore pleinement verbalisées. Enfin, le moment attendu arriva lorsqu'une infirmière apparut à la porte de la salle d'attente et informa qu'il pouvait faire une brève visite à Zoé à l'unité de soins intensifs. Owen se leva immédiatement, le cœur battant la chamade d'un mélange d'anxiété et d'attente, tandis que Charles l'accompagnait d'un pas prudent. L'infirmière les conduisit à travers des couloirs propres et bien éclairés jusqu'aux portes de l'unité de soins intensifs, où on leur demanda de se laver les mains et de porter des blouses de protection avant d'entrer. Owen suivit méticuleusement toutes les instructions, impatient de voir enfin sa sœur après tant d'heures d'incertitude et de peur. L'environnement de l'unité de soins intensifs était impressionnant, avec des équipements médicaux sophistiqués entourant chaque lit et le son constant des moniteurs créant une symphonie électronique de la vie. Charles observait tout avec attention, impressionné par le niveau de soins médicaux fournis et satisfait de savoir qu'il avait pris la bonne décision en amenant Zoé à cet hôpital. Rappelez-vous, elle est encore en convalescence, alors gardez la visite brève et calme, instruisit l'infirmière, ouvrant la porte qui révélerait enfin l'état actuel de Zoé. Quand Owen vit enfin sa sœur allongée dans le lit de l'unité de soins intensifs, connectée à divers équipements médicaux mais visiblement mieux que lorsqu'elle avait perdu connaissance, il sentit une vague de soulagement si intense que ses jambes faillirent céder. Zoé dormait paisiblement, sa respiration régulière et assistée par un équipement qui assurait que ses poumons reçoivent tout l'oxygène nécessaire à sa guérison. Sa peau avait une couleur plus saine que ces dernières heures, et bien qu'elle soit encore clairement malade, il y avait des signes visibles que les traitements fonctionnaient efficacement. Owen s'approcha prudemment du lit, suivant les instructions de l'infirmière de ne toucher à aucun équipement, et chuchota des mots attentionnés à l'oreille de sa sœur. Charles resta à une distance respectueuse, observant la réunion des frères et sœurs avec une émotion qu'il tentait de contrôler, comprenant qu'il assistait à quelque chose de profondément significatif. « C'est Owen, je suis là et tu es en sécurité maintenant », chuchota le garçon, sa voix chargée d'amour et de soulagement tout en observant le visage paisible de sa sœur. Pendant les quelques minutes où ils furent autorisés à rester près de Zoé, Owen ne cessa de lui parler doucement, lui racontant l'histoire de Charles et comment ils étaient arrivés à l'hôpital, lui promettant qu'elle irait bien et qu'il ne traverserait plus jamais de difficultés comme celle-ci. Charles observait l'interaction entre les frères et sœurs avec une profonde admiration pour la force du lien qui les unissait, comprenant qu'il assistait à un amour pur et inconditionnel qu'il avait rarement rencontré dans sa vie. L'équipement médical continuait son travail constant, surveillant chaque aspect de la guérison de Zoé et ajustant automatiquement les traitements si nécessaires. L'infirmière observait tout de près, prête à intervenir si nécessaire, mais clairement satisfaite des signes vitaux stables que Zoé présentait. Owen toucha doucement la main de sa sœur, en évitant soigneusement les fils et les tubes médicaux, et sentit une chaleur familière qui confirma qu'elle était vraiment vivante et en convalescence. « Je te promets que nous aurons une vie meilleure après ça, tu verras », chuchota Owen, ses paroles portant un espoir renouvelé quant à l'avenir qui les attendait. Quand vint le moment de quitter l'unité de soins intensifs, Owen était réticent à s'éloigner du lit de Zoé, mais il comprenait qu'elle avait besoin de repos pour continuer à se rétablir adéquatement. Charles posa une main réconfortante sur l'épaule du garçon, l'aidant à s'éloigner progressivement du lit tout en lui promettant qu'il reviendrait la visiter dans quelques heures. L'infirmière les raccompagna jusqu'à la zone des visiteurs, leur donnant des instructions sur les heures de visite et expliquant que l'équipe médicale continuerait de surveiller Zoé de près tout au long du processus de guérison. Owen emportait avec lui l'image de sa sœur dormant paisiblement, entourée d'équipements qui garantissaient sa sécurité et sa guérison,
une vision qui contrastait de manière spectaculaire avec le désespoir qu'il avait ressenti quelques heures auparavant. Charles observa le soulagement évident sur le visage d'Owen, comprenant que cette visite avait été cruciale pour rassurer le garçon sur l'état de sa sœur. Elle avait l'air beaucoup mieux, n'est-ce pas? Les médecins savent vraiment ce qu'ils font, dit Charles, confirmant les observations positives qu'ils avaient tous deux faites lors de la brève mais significative visite. De retour dans la salle d'attente, Owen et Charles s'installèrent pour continuer leur veillée, tous deux visiblement plus détendus après avoir personnellement constaté que Zoé se rétablissait adéquatement. Charles profita de l'ambiance plus optimiste pour aborder quelques questions pratiques concernant les jours à venir, expliquant qu'il s'était arrangé pour qu'il puisse rester à l'hôpital aussi longtemps que nécessaire. Il mentionna qu'il avait réservé une chambre à l'hôtel attenant à l'hôpital pour qu'il puisse se reposer convenablement entre les visites, s'assurant qu'il soit toujours à proximité en cas de changement dans l'état de Zoé. Owen écouta ces informations avec une gratitude croissante, comprenant progressivement que Charles prévoyait de s'occuper non seulement de la situation médicale immédiate, mais aussi de leur bien-être général tout au long du processus de guérison. La générosité continue de Charles allait bien au-delà de ce qu'Owen aurait pu imaginer lorsqu'il avait fait sa supplique désespérée la nuit précédente, suggérant un engagement à long terme que le garçon essayait encore de comprendre pleinement. « Monsieur Charles, je ne sais pas comment je pourrai un jour vous rembourser toute votre gentillesse, » dit Owen, sa voix chargée d'une profonde émotion en contemplant comment sa vie avait changé si radicalement en si peu de temps. Les heures suivantes se déroulèrent dans une routine d'attente ponctuée de mises à jour médicales régulières, chacune apportant des nouvelles progressivement plus positives sur le rétablissement de Zoé. Charles et Owen développèrent un rythme confortable de conversation entrecoupé de périodes de repos, tous deux s'adaptant à la réalité que la guérison complète de Zoé prendrait plusieurs jours. Charles continuait de gérer ses affaires à distance lorsque c'était nécessaire, mais il indiquait clairement que sa principale priorité était de s'assurer qu'Owen et Zoé reçoivent tout le soutien dont ils avaient besoin. Le garçon observait avec admiration comment Charles équilibrait ses responsabilités professionnelles avec son engagement personnel envers le bien-être des frères et sœurs, commençant à comprendre le type de personne qu'était vraiment Charles sous sa façade d'homme d'affaires prospère. À chaque heure qui passait, Owen ressentait un lien croissant avec Charles, le sentiment que peut-être ils étaient destinés à se rencontrer à ce moment précis de leur vie. C'est étrange comme parfois les choses les plus difficiles peuvent mener aux moments les plus importants, réfléchit Owen, observant Charles travailler sur son téléphone tout en prêtant simultanément attention à tout mouvement de professionnels de la santé passant dans les couloirs. Charles interrompit son appel téléphonique lorsqu'il remarqua un mouvement différent dans l'unité de soins intensifs, avec plusieurs médecins entrant et sortant plus fréquemment qu'on ne l'avait observé au cours des dernières heures. Owen remarqua également le changement dans la routine de l'hôpital et se leva immédiatement de sa chaise, s'approchant de la fenêtre qui offrait une visibilité partielle sur les couloirs de la zone médicale. L'anxiété commença à grandir à nouveau dans la poitrine du garçon, car toute altération de la routine pouvait signifier à la fois une amélioration ou une aggravation de l'état de sa sœur. Charles rangea son téléphone et rejoignit Owen pour observer les mouvements médicaux, tous deux essayant d'interpréter si l'activité accrue était un signe positif ou inquiétant. Le silence entre eux était chargé de tension, chacun perdu dans ses propres pensées sur ce qui pourrait se passer avec Zoé à ce moment-là. « Pensez-vous que ce mouvement est bon ou mauvais ?» demanda Owen, sa voix révélant l'anxiété qui s'était emparée de lui à nouveau. « Attendons que quelqu'un vienne nous donner des nouvelles, essayer de deviner ne fera que nous rendre plus nerveux, » répondit Charles, posant une main rassurante sur l'épaule du garçon. L'attente s'intensifia lorsqu'ils virent à travers la fenêtre que l'équipe médicale effectuait une sorte de procédure dans la zone où Zoé était admise, avec plus de professionnels que d'habitude travaillant de manière coordonnée. Owen pressa son visage contre la vitre, essayant de mieux voir ce qui se passait, mais la distance et les obstacles visuels l'empêchaient de comprendre complètement la situation. Charles essayait de maintenir son calme extérieurement, mais intérieurement, il sentait aussi la tension monter, car il s'était émotionnellement attaché au sort de la fillette d'une manière qu'il n'avait pas vécue depuis longtemps. Les minutes semblaient des heures tandis qu'ils observaient l'activité médicale se poursuivre sans avoir aucune information sur ce qui était exactement fait ou sur l'état actuel de Zoé. L'incertitude était presque insupportable, surtout après tous les espoirs qu'ils avaient nourris au cours des dernières heures en se basant sur les améliorations que Zoé avait démontrées. « Pourquoi personne ne vient nous dire ce qui se passe ?» questionna Owen, sa frustration évidente dans sa voix. « Les médecins se concentrent sur les soins à lui apporter maintenant, ils nous parleront dès qu'ils le pourront, » expliqua Charles, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était vraiment. Après près d'une heure d'activité médicale intensifiée,
le mouvement dans l'unité de soins intensifs commença à diminuer progressivement, et Owen et Charles purent observer que les médecins semblaient quitter la zone avec des expressions plus détendues qu'à leur entrée. Le changement dans le comportement de l'équipe médicale leur donna à tous deux un sentiment prudent d'optimisme, car les professionnels expérimentés reflètent généralement dans leurs expressions faciales le résultat de leurs efforts. Charles observa attentivement chaque médecin passant dans les couloirs, essayant d'interpréter les signes non-verbaux qui pourraient indiquer si la procédure avait été couronnée de succès. Owen retenait son souffle à chaque mouvement qu'il voyait, espérant désespérément un signe que sa sœur allait bien et que toute cette activité médicale avait été pour assurer sa guérison complète. Le temps semblait suspendu dans ces moments d'observation silencieuse, tous deux concentrés entièrement sur la tentative de comprendre ce qui s'était passé. Ils ont l'air plus calmes maintenant, ça doit être un bon signe, commenta Owen, cherchant une confirmation dans les yeux de Charles. Oui, quand les médecins sont inquiets, ils le montrent généralement, donc le fait qu'ils semblent détendus est encourageant, acquiesça Charles, sentant sa propre tension diminuer légèrement. La confirmation que tous deux attendaient arriva lorsque la médecin principale qui s'était occupée de Zoé apparut à la porte de la salle d'attente avec un sourire discret mais sincère sur son visage. Sa posture corporelle et son expression faciale indiquaient clairement qu'elle apportait de bonnes nouvelles, et Owen sentit son cœur s'accélérer d'un espoir renouvelé. Charles se leva immédiatement et s'approcha de la médecin, prêt à entendre toute information qu'elle pourrait partager sur l'état actuel de Zoé. La médecin entra dans la salle d'attente et leur fit signe de s'asseoir, se préparant à fournir une mise à jour complète sur la procédure qui avait été effectuée et sur l'état actuel de la fillette. Owen observait chaque micro-expression sur le visage de la médecin, cherchant des signes qui confirmeraient ses espoirs que Zoé avait enfin été définitivement stabilisée. « Docteur, comment va ma sœur ? Que s'est-il passé ces dernières heures ?» demanda Owen, sa voix tremblant d'anxiété et d'attente. « J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Zoé a très bien répondu au traitement, et nous avons réussi à la stabiliser complètement, répondit la médecin, son sourire s'élargissant en voyant le soulagement immédiat sur leurs deux visages. La médecin expliqua en détail comment Zoé avait répondu exceptionnellement bien aux médicaments au cours des dernières heures, sa température corporelle revenant enfin à des niveaux normaux de manière durable. Elle détailla comment la respiration de la fillette s'était complètement normalisée, permettant de réduire progressivement l'équipement d'assistance respiratoire jusqu'à son retrait complet. Zoé pourrait sortir de l'unité de soins intensifs, démontrant son engagement continu envers chaque aspect de la guérison de la fillette. Owen écouta chaque mot avec une attention totale, laissant enfin l'espoir qu'il avait soigneusement gardé s'épanouir complètement dans sa poitrine. La médecin souligna que, bien que Zoé ait encore besoin de quelques jours d'observation, elle était officiellement hors de danger et sa guérison progressait de manière exceptionnelle. « Est-ce que cela signifie qu'elle ira complètement bien ?» demanda Owen, ayant besoin d'entendre une confirmation directe. « Oui, votre sœur se rétablira complètement, et nous ne nous attendons à aucune complication supplémentaire, confirma la médecin, observant avec satisfaction les larmes de soulagement qui commençaient à apparaître dans les yeux du garçon. Le soulagement qui inonda Owen fut si intense qu'il se mit à pleurer ouvertement, toutes les émotions qu'il avait contrôlées pendant des jours trouvant enfin un exutoire à travers des larmes de gratitude et de bonheur. Charles observa la réaction émotionnelle du garçon avec sa propre émotion grandissante, comprenant qu'il assistait à un moment de transformation complète dans la vie de ses enfants. La médecin continua d'expliquer que Zoé serait probablement transférée dans une chambre normale d'ici un jour ou deux, et qu'après cela, elle n'aurait besoin que de quelques jours de récupération supplémentaires avant de pouvoir sortir de l'hôpital. Owen essuya ses larmes avec des mains tremblantes, essayant de réaliser que sa sœur non seulement survivrait, mais se rétablirait complètement sans aucune séquelle de la maladie qui avait failli l'emporter. Charles ressentit une profonde satisfaction en voyant la transformation de l'état émotionnel d'Owen, comprenant que sa décision d'aider avait abouti à sauver une vie précieuse. « Puis-je la voir maintenant ? J'ai besoin de lui dire que tout s'est bien passé, demanda Owen, essuyant toujours les larmes de son visage. « Bien sûr, elle est réveillée et demande après vous, répondit la médecin, souriant en voyant le bonheur pur estampillé sur le visage du garçon. Le trajet vers l'unité de soins intensifs était complètement différent de la visite précédente, Owen flottant pratiquement de bonheur et de soulagement tandis que Charles l'accompagnait avec un sourire satisfait. L'environnement de l'unité médicale semblait plus lumineux et plus accueillant, transformé par la perspective positive que la bonne nouvelle avait apportée à tous les deux. Lorsqu'ils arrivèrent au lit de Zoé, Owen put immédiatement voir que sa sœur allait visiblement mieux,
avec des couleurs saines sur son visage et une lueur dans ses yeux qui n'était pas présente lors de la visite précédente. La fillette était assise partiellement dans son lit, soutenue par des oreillers, et son visage s'illumina en voyant son frère s'approcher. Charles observa la réunion des frères et sœurs à une distance respectueuse, leur permettant d'avoir un moment privé pour partager leur joie mutuelle. L'équipement médical était toujours présent, mais clairement moins invasif qu'auparavant, indiquant visuellement une amélioration significative de l'état de Zoé. « Owen, je savais que tu viendrais me chercher », dit Zoé, sa voix encore faible mais claire et pleine d'amour. « Je ne te laisserai jamais seule, petite sœur, et maintenant tu vas bien et tu es en sécurité », répondit Owen, tenant soigneusement la main de sa sœur tandis que des larmes de bonheur continuaient de couler sur son visage. Zoé regarda curieusement Charles, qui restait à proximité mais respectait l'espace des frères et sœurs, et Owen la présenta rapidement à l'homme qui lui avait sauvé la vie. La fillette exprima sa gratitude avec la sincérité simple et directe que seuls les enfants peuvent démontrer, remerciant Charles d'avoir aidé son frère et de l'avoir amené à l'hôpital. Charles s'approcha du lit et parla doucement avec Zoé, lui demandant comment elle se sentait et s'il y avait quelque chose dont elle avait besoin pour être plus à l'aise. L'interaction entre Charles et Zoé fut immédiate et naturelle, la fillette démontrant la même confiance instinctive en Charles que son frère avait développée. Owen observait la conversation entre les deux avec un bonheur croissant, réalisant que Charles se souciait véritablement des deux frères et sœurs et que sa gentillesse n'était pas seulement superficielle. L'atmosphère autour du lit était celle d'une célébration contenue, tous comprenant qu'ils avaient traversé quelque chose de significatif ensemble. « Merci d'avoir sauvé ma vie, monsieur », dit Zoé sérieusement, regardant Charles droit dans les yeux. « Ce fut un plaisir de vous aider, et je suis très heureux que vous vous sentiez mieux », répondit Charles, touché par la gratitude sincère de la fillette. Pendant la visite, Zoé raconta à Owen ses souvenirs fragmentés des derniers jours, décrivant des rêves étranges et des moments de conscience partielle où elle pouvait entendre des voix autour d'elle. Elle mentionna spécifiquement qu'elle avait entendu la voix d'Owen lui parler à plusieurs reprises, confirmant que sa présence constante avait été importante pour sa récupération psychologique. Charles écouta ces révélations avec intérêt, comprenant encore plus profondément le lien spécial qui existait entre les frères et sœurs et comment ils avaient pris soin l'un de l'autre tout au long de leur vie. Owen expliqua à Zoé comment Charles les avait trouvés et aidés, simplifiant les détails pour ne pas accabler sa sœur qui était encore en convalescence. La fillette absorba toutes les informations avec la curiosité naturelle d'un enfant, posant des questions sur l'hôpital, sur les médecins et sur ce qui se passerait après sa sortie. Les questions de Zoé sur l'avenir créèrent un moment de silence contemplatif, car aucun des trois n'avait encore pleinement discuté de ce qui se passerait après sa guérison complète. « Qu'allons-nous faire quand je sortirai de l'hôpital » demanda Zoé innocemment à Owen. « Nous en parlerons quand tu seras complètement rétabli, mais ne t'inquiète pas, tout sera mieux qu'avant, » répondit Owen, regardant Charles de manière significative. L'infirmière informa que l'heure de visite était terminée, mais leur permit de rester quelques minutes supplémentaires en raison des circonstances spéciales et du fait que Zoé se rétablissait si bien. Owen profita de ces moments supplémentaires pour parler avec sa sœur de petits détails quotidiens, se remémorant des histoires préférées et faisant des plans simples pour quand elle serait assez bien pour quitter l'hôpital. Charles observait ces interactions avec une compréhension croissante de la façon dont les frères et sœurs avaient développé une dynamique de soins mutuels qui allait bien au-delà de leur âge chronologique. La maturité émotionnelle que les deux enfants démontraient était impressionnante, un résultat direct des circonstances difficiles qu'ils avaient affrontées ensemble pendant des années. Quand vint le moment de se dire au revoir temporairement, Owen promit à Zoé qu'il reviendrait à la prochaine occasion de visite, et Charles dit également au revoir affectueusement à la fillette. L'expression sur le visage de Zoé était celle du contentement et de la sécurité, un changement radical par rapport au désespoir et à la peur qui avaient caractérisé les jours précédents. « Dors bien et récupère bien, je reviendrai te voir demain », dit Charles, sa voix chargée d'une affection sincère. « Merci de prendre soin de mon frère aussi, il a l'air plus heureux maintenant », répondit Zoé avec une perception surprenante pour son âge. De retour dans la salle d'attente, Owen laissa enfin toute l'émotion des derniers jours faire surface, pleurant librement tandis que Charles lui offrait un soutien silencieux mais constant. Les larmes étaient un mélange complexe de soulagement, de gratitude, d'épuisement émotionnel et d'un bonheur profond qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Charles comprenait qu'Owen avait besoin de ce moment de libération émotionnelle après avoir porté tant de poids et de responsabilités pendant la crise de santé de sa sœur. Il lui offrit des mouchoirs et resta proche, permettant au garçon de traiter toutes les émotions qu'il avait contrôlées pour être fort pour sa sœur. La catharsis émotionnelle était nécessaire et saine,
représentant la fin d'une période de terreur et d'incertitude et le début d'une nouvelle phase d'espoir et de possibilités. Après quelques minutes, Owen commença à se calmer, essuyant ses larmes et respirant profondément pour retrouver son sang-froid. « Désolé d'avoir autant pleuré, c'est juste que j'avais tellement peur de la perdre, » dit Owen, un peu gêné par sa démonstration émotionnelle. « Tu n'as pas à t'excuser d'aimer ta sœur, ces larmes montrent la grandeur de ton cœur, » répondit Charles, validant les sentiments du garçon. La générosité continue de Charles dépassait de loin toutes les attentes qu'Owen aurait pu avoir, et il commença à percevoir que peut-être Charles était véritablement intéressé à faire partie de leur vie à long terme. La perspective d'avoir un endroit sûr et confortable où séjourner pendant la convalescence de Zoé était quelque chose qu'Owen n'avait même pas osé espérer lorsqu'il avait fait sa supplique désespérée quelques jours auparavant. « Monsieur Charles, comment puis-je accepter toute cette générosité ? Je n'ai aucun moyen de vous rembourser, » questionna Owen, aux prises avec des sentiments complexes de gratitude et d'inadéquation. « Tu as déjà remboursé plus que tu ne l'imagines en me permettant de faire partie de ce moment important, » répondit Charles, sa sincérité évidente dans chaque mot. La conversation s'orienta progressivement vers des questions sur l'avenir plus lointain, Charles posant des questions prudentes sur les rêves et les aspirations d'Owen et de Zoé pour leur vie après que toute la situation médicale soit résolue. Owen admit que, mis à part garder sa sœur en sécurité et en bonne santé, il n'avait jamais vraiment pensé à des objectifs à long terme, car toute son énergie avait été consommée par la survie au jour le jour. Charles expliqua qu'il comprenait parfaitement cette perspective, mais suggéra qu'il était peut-être temps de commencer à envisager des possibilités qui semblaient impossibles lorsqu'il luttait juste pour survivre. La conversation aborda des sujets comme l'éducation, un logement stable et des opportunités pour que les deux enfants développent leur plein potentiel dans un environnement sûr et stimulant. Owen écoutait ces possibilités avec un mélange d'espoir et d'incrédulité, n'arrivant toujours pas à croire complètement que sa vie pouvait changer si radicalement. Charles choisissait ses mots avec soin, voulant planter des graines de possibilités sans créer d'attentes irréalistes ni faire pression sur Owen pour des décisions importantes. « As-tu déjà pensé au genre d'avenir que tu aimerais avoir avec Zoé ?» demanda Charles, observant attentivement la réaction du garçon. « J'ai toujours voulu qu'elle puisse aller à l'école et avoir une vie normale, mais je n'ai jamais pensé que c'était possible, » répondit Owen, sa voix révélant des rêves qu'il avait gardés secrets pendant longtemps. Charles partagea certaines de ses propres réflexions sur la façon dont la rencontre avec Owen et Zoé avait eu un impact sur sa perspective de ce qui comptait vraiment dans la vie. Il admit qu'il avait passé de nombreuses années concentré exclusivement sur le succès professionnel, sans considérer le vide émotionnel que cela créait. Il expliqua comment le courage et le dévouement d'Owen l'avaient inspiré à reconsidérer ses propres priorités et à chercher des moyens plus significatifs d'utiliser ses ressources et son influence. L'honnêteté de Charles sur ses propres vulnérabilités et sa recherche de sens créa un lien encore plus profond avec Owen, qui commença à comprendre que peut-être lui et Zoé pouvaient aussi offrir quelque chose de précieux à Charles. La conversation révéla que tous deux avaient trouvé quelque chose d'important l'un en l'autre. Owen avait trouvé la sécurité et l'opportunité, tandis que Charles avait redécouvert un but et une connexion humaine authentique. La réciprocité de la relation la rendait plus équilibrée et durable qu'une simple dynamique de charité. « Besoin, » réfléchit Charles, regardant Owen droit dans les yeux. « Je perdais espoir quand je vous ai trouvé, monsieur Charles. Vous n'avez pas seulement sauvé Zoé, mais nous deux, » répondit Owen, exprimant une gratitude qui allait bien au-delà de la situation médicale. Tout en parlant des possibilités futures, Owen exprima son inquiétude d'être un fardeau pour Charles, se demandant s'il serait juste d'accepter autant d'aide de quelqu'un qui avait déjà tant fait pour eux. Charles aborda ses préoccupations directement, expliquant que sa décision d'aider n'était pas basée sur une obligation ou de la pitié, mais sur une reconnaissance sincère de la valeur et du potentiel qu'il voyait chez les deux enfants. Il partagea à quel point il avait été impressionné par l'intelligence, la maturité et le caractère dont Owen avait fait preuve malgré toutes les adversités qu'il avait affrontées, et comment cela l'avait convaincu qu'investir dans l'avenir des frères et sœurs serait mutuellement bénéfique. Charles expliqua qu'il disposait de ressources suffisantes pour garantir qu'aider Owen et Zoé ne serait pas un sacrifice financier pour lui, mais un investissement émotionnel qui apporterait du sens et un but à sa propre vie. La transparence de Charles sur ses motivations aida Owen à comprendre qu'accepter de l'aide n'était pas une question de charité, mais de créer un lien authentique qui profiterait à tout le monde. « Tu ne serais pas un fardeau, Owen, tu serais une bénédiction dans ma vie, » dit Charles avec conviction. « C'est encore difficile de croire que notre vie peut vraiment changer autant, » admit Owen, luttant pour accepter la réalité de ces nouvelles circonstances.
L'après-midi avança avec des mises à jour médicales plus positives sur les progrès de Zoé, chaque rapport confirmant que sa guérison se produisait plus rapidement que les médecins ne l'avaient initialement prévu. Charles et Owen développèrent une routine confortable consistant à diviser leur temps entre des conversations sur l'avenir et des moments de détente silencieuse, tous deux traitant les changements significatifs qui s'étaient produits dans leur vie au cours des derniers jours. Charles continuait de gérer ses affaires lorsque c'était nécessaire, mais d'une manière qui n'interférait pas avec sa présence et son soutien à Owen pendant cette période critique. Le garçon observait comment Charles parvenait à équilibrer de multiples responsabilités sans jamais faire sentir à Owen qu'il était moins important ou prioritaire. La constance de l'engagement de Charles sur une période prolongée aida Owen à faire progressivement confiance au fait que ce changement dans sa vie était réel et durable, et non une simple situation temporaire. « Comment parvenez-vous à faire tant de choses en même temps ?» demanda Owen, observant Charles alterner entre des appels professionnels et des conversations personnelles. « Quand quelque chose est vraiment important pour toi, tu trouves un moyen de tout faire fonctionner, » répondit Charles en souriant au garçon. Quand la nuit arriva, Charles suggéra qu'ils aillent à l'hôtel pour qu'Owen puisse prendre un vrai bain, manger un repas nutritif et dormir dans un lit confortable pour la première fois depuis longtemps. Owen hésita d'abord à s'éloigner de l'hôpital, mais Charles le convainquit que Zoé était en sécurité et bien soignée, et qu'il devait prendre soin de lui pour être en bonne condition pour soutenir sa sœur pendant le reste de sa convalescence. La perspective d'un bain chaud et d'un lit propre était tentante pour Owen, qui n'avait pas eu accès à ces commodités de base depuis des années. Charles s'arrangea pour qu'il soit prévenu immédiatement en cas de changement dans l'état de Zoé pendant la nuit, assurant qu'Owen puisse se reposer sans souci. L'hôtel attenant à l'hôpital était élégant mais accueillant, offrant le type de confort qu'Owen n'avait jamais connu de sa vie. « Êtes-vous sûr que je peux rester dans un si bel endroit ?» demanda Owen, intimidé par l'élégance de l'environnement. « Tu mérites tout le confort du monde, Owen, surtout après tout ce que tu as traversé, » répondit Charles, aidant le garçon à se sentir plus à l'aise. Dans la chambre d'hôtel, Owen expérimenta pour la première fois depuis des années la sensation d'une véritable sécurité et d'un vrai confort, prenant un long bain chaud et portant des vêtements propres. La transformation physique fut spectaculaire, révélant que sous la saleté et les vêtements déchirés se cachait un garçon en bonne santé qui avait juste besoin de soins appropriés. Charles observa cette transformation avec satisfaction, voyant confirmer son intuition qu'Owen avait un potentiel qui n'avait besoin que de la bonne opportunité pour s'épanouir. Pendant le dîner au restaurant de l'hôtel, Owen goûta des plats qu'il n'avait jamais goûtés auparavant, découvrant des saveurs et des textures qui élargirent sa compréhension de ce que la vie pouvait offrir. Le repas fut également l'occasion de nouvelles conversations sur l'avenir, Charles commençant à sonder plus spécifiquement les intérêts et les talents d'Owen. « Comment te sens-tu de pouvoir manger sans te soucier d'où viendra le prochain repas ?» demanda Charles, curieux de l'expérience du garçon. « C'est un sentiment étrange, mais bon, comme si un poids avait été retiré de mes épaules, » répondit Owen, savourant chaque bouchée de son repas. Avant de dormir, Owen eut un moment de profonde réflexion sur la façon dont sa vie avait changé en si peu de temps, passant du désespoir absolu à une situation de sécurité et d'espoir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il pensa à Zoé, dormant confortablement à l'hôpital, recevant les meilleurs soins médicaux disponibles, et à Charles, un homme qui était entré dans leur vie comme un ange gardien. La gratitude qu'il ressentait était si intense qu'elle était presque physique, une sensation de plénitude et de soulagement qui contrastait de manière spectaculaire avec des années d'inquiétude constante et de lutte pour la survie. Owen comprit que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, ce moment représentait un tournant dans sa vie et celle de sa sœur. « Charles, je ne sais pas si je crois au miracle, mais je pense que vous en avez été un pour nous, » dit Owen, sa voix chargée d'émotion avant de s'endormir. « Peut-être que vous étiez le miracle dont j'avais besoin aussi, » répondit Charles, regardant le garçon se détendre enfin complètement pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Quelques jours plus tard, le son du réveil de l'hôtel perça doucement le silence matinal, mais Owen était déjà réveillé depuis quelques minutes, observant les premiers rayons de soleil filtrer à travers les épais rideaux roses que Zoé elle-même avait choisis pour redécorer son espace. La fillette sauta du lit et courut vers l'armoire, sélectionnant soigneusement son uniforme scolaire, une jupe bleu marine, un chemisier blanc et des chaussures noires vernies que Charles lui avait appris à entretenir elle-même. Ses mouvements étaient rapides et confiants, démontrant la routine établie qui était devenue naturelle après des mois de pratique. Sur le bureau près de la fenêtre, ses livres d'école étaient méthodiquement organisés à côté de cahiers aux couvertures colorées où elle s'exerçait à l'écriture chaque soir. Zoé prit son nouveau sac à dos et vérifia si elle avait terminé tous ses devoirs,
une responsabilité qu'elle prenait très au sérieux depuis qu'elle avait découvert le plaisir d'apprendre de nouvelles choses. Owen, tu es déjà réveillé? Nous ne pouvons pas être en retard aujourd'hui, cria-t-elle à travers la porte de la salle de bain commune. Je suis prêt depuis 10 minutes, marmotte, répondit la voix amusée de son frère depuis la chambre voisine. Owen sortit de sa chambre, vêtu de son uniforme de l'école privée où Charles avait inscrit les deux frères et sœurs, portant une mallette en cuir qui contenait ses projets de science et ses dissertations sur l'entrepreneuriat social. Ses cheveux étaient coiffés avec du gel, et il portait de nouvelles lunettes dont il avait découvert avoir besoin lors d'un examen médical de routine que Charles avait programmé. Le garçon avait grandi de plusieurs centimètres grâce à une alimentation adéquate et à un exercice régulier, développant une posture droite et confiante qui reflétait sa nouvelle sécurité intérieure. Dans ses mains, il tenait un carnet spécial où il notait des idées pour un projet qu'il développait sur la manière d'aider d'autres enfants des rues grâce à des programmes éducatifs. Owen s'arrêta à la porte de la chambre de Zoé et observa sa sœur ranger ses livres préférés dans son sac à dos, des histoires sur les animaux et les planètes qu'elle dévorait chaque soir avant de dormir. « As-tu pensé à prendre le projet sur les papillons que nous avons fait hier ?» demanda-t-il, vérifiant mentalement la liste de leurs responsabilités scolaires communes. « Il est ici, dans le dossier spécial que papa Charles m'a donné, » répondit Zoé, montrant fièrement un dossier décoré d'autocollants brillants. En descendant ensemble, les frères et sœurs trouvèrent Charles dans la cuisine, préparant le petit déjeuner tout en parlant au téléphone de questions de travail, mais il mit immédiatement fin à l'appel en les voyant apparaître. La table était mise avec une précision militaire, des assiettes colorées que Zoé avait choisies, des verres de jus d'orange fraîchement pressés et une sélection de pain, de fruits et de céréales qui constituaient le petit déjeuner équilibré devenu une tradition familiale. Charles portait un tablier amusant avec des dessins de pingouins que Zoé lui avait offert pour son anniversaire, et ses cheveux étaient légèrement en désordre après s'être penché sur la poêle où il préparait des œufs brouillés. Zoé courut vers lui et l'enlaça à la taille, un rituel matinal qui ne manquait jamais de faire sourire Charles, quels que soient les problèmes de travail qu'il pouvait rencontrer. Owen s'assit à table et commença à organiser leurs affaires d'école, vérifiant les horaires des cours et rappelant à Charles les réunions parents-professeurs prévues pour la semaine suivante. « Bonjour papa, aujourd'hui nous allons présenter notre projet sur le système solaire, » annonça Zoé, vibrant pratiquement d'excitation. « Et j'ai hâte d'entendre tous les détails à votre retour de l'école, » répondit Charles, embrassant le sommet de la tête de la fillette. Pendant le petit déjeuner, Charles passa en revue l'agenda de la journée avec les deux enfants, une pratique qu'il avait établie pour s'assurer que tout le monde soit informé des activités familiales et des engagements individuels. Zoé avait un cours de ballet après l'école, une activité qu'elle avait choisie après avoir vu une représentation au théâtre local, tandis qu'Owen participerait à une réunion du club de jeunes entrepreneurs qu'il avait aidé à fonder à l'école. Charles mentionna qu'il irait les chercher tous les deux personnellement, car il avait annulé ses réunions de travail pour assister à la présentation de Zoé sur le système solaire, un engagement qu'il considérait plus important que n'importe quelle affaire. La conversation coulait naturellement entre des sujets familiaux et éducatifs, créant une atmosphère de soutien mutuel et d'intérêt sincère pour les activités de chacun. Owen profita du moment pour montrer à Charles son carnet d'idées, expliquant comment il voulait créer une organisation à but non lucratif pour aider les enfants dans des situations similaires à celles que lui et Zoé avaient vécues. « Penses-tu vraiment que je peux faire une différence dans la vie d'autres enfants ?» demanda Owen, sa voix chargée d'une détermination juvénile. « Je suis absolument certain que tu vas changer le monde, mon fils, » répondit Charles, examinant les dessins et les plans détaillés dans le carnet. La course matinale pour l'école était devenue un moment spécial pour la famille. Charles conduisait sa voiture dans les rues calmes du quartier tandis que Zoé chantait des chansons qu'elle avait apprises en cours de musique et qu'Owen révisait ses notes pour une présentation importante. Le trajet comprenait un arrêt à leur boulangerie préférée, où Charles achetait des croissants frais pour le goûter de l'après-midi et où les enfants saluaient les employés qui les connaissaient déjà par leur nom. Zoé sauta de la voiture à l'entrée de l'école et courut rejoindre un groupe d'amis qui l'attendaient près des grilles, tandis qu'Owen marchait avec plus de dignité vers ses collègues du club de sciences. Charles observait les deux enfants s'intégrer naturellement à leurs groupes sociaux, un spectacle qui ne manquait jamais de le remplir de fierté et de satisfaction. La secrétaire de l'école salua Charles par son nom et commenta les progrès académiques exceptionnels des deux enfants, des compliments que Charles recevait avec l'humilité de quelqu'un qui comprenait que le vrai mérite appartenait aux enfants eux-mêmes. « Papa, n'oublie pas d'arriver tôt pour me voir présenter », cria Zoé depuis la fenêtre de sa classe. « Je ne manquerai ça pour rien au monde, princesse », cria Charles en retour,
lui faisant signe jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'intérieur du bâtiment. De retour dans son bureau à domicile, Charles se plongea dans ses activités professionnelles avec une énergie renouvelée, ce que ses collègues de travail avaient remarqué et commenté au cours des derniers mois. Ces réunions en visioconférence étaient fréquemment interrompues par des bruits de la vie de famille. Zoé pratiquant le piano en bas, ou Owen discutant de projets scolaires au téléphone avec des camarades de classe. Au lieu d'être dérangé par ces interruptions, Charles les accueillait comme des rappels qu'il avait trouvé l'équilibre parfait entre le succès professionnel et l'épanouissement personnel. Son bureau de travail était maintenant décoré de dessins que Zoé faisait pour lui, de photographies de famille de divers moments spéciaux et de certificats de mérite académique que les deux enfants avaient reçus à l'école. Pendant une pause entre deux réunions, Charles ouvrit le dossier spécial sur son ordinateur où il documentait méticuleusement les progrès et le développement des deux enfants, bulletins scolaires, jalons de croissance et réflexions personnelles sur le parcours de construction familiale qu'ils avaient entrepris ensemble. Comment la vie peut-elle changer autant en si peu de temps ? Réfléchit-il, observant une photographie récente où tous les trois apparaissaient en train de rire lors d'un pique-nique dans un parc. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins, murmura-t-il pour lui-même, retournant au travail avec un sourire satisfait. Quand vint l'heure de récupérer les enfants à l'école, Charles arriva avec 15 minutes d'avance pour observer Zoé à travers la fenêtre de la classe pendant qu'elle présentait son projet sur le système solaire à ses camarades et à ses professeurs. La fillette portait une robe qu'elle avait décorée elle-même avec des étoiles et des planètes en papier brillant, et elle gesticulait avec enthousiasme en expliquant la différence entre les planètes rocheuses et gazeuses. Ses camarades posaient des questions auxquelles elle répondait avec une confiance croissante, démontrant non seulement des connaissances factuelles, mais aussi des compétences en communication qu'elle avait développées grâce à un soutien éducatif constant. Charles observait à travers la vitre, les larmes de fierté se formant dans ses yeux, se souvenant de la fillette malade et effrayée qu'il avait trouvée à l'hôpital quelques mois auparavant. Lorsque Zoé remarqua sa présence à la fenêtre, son visage s'illumina d'un sourire radieux et elle fit un signe de la main enthousiaste, perdant presque le fil de sa présentation avant de retrouver son sang-froid professionnellement. « C'est mon papa », annonça-t-elle fièrement à la classe en pointant du doigt Charles. « Il est venu spécialement pour me voir présenter sur Jupiter », ajouta-t-elle, reprenant son explication avec une énergie renouvelée. Après la présentation de Zoé, Charles retrouva Owen à la bibliothèque de l'école, où le garçon travaillait avec un petit groupe de collègues sur une proposition détaillée pour créer un programme de mentorat qui mettrait en relation des étudiants privilégiés avec des enfants des rues. Le projet d'Owen avait considérablement évolué depuis ses premières idées griffonnées dans un carnet, incluant désormais des recherches statistiques, des propositions de financement et des partenariats potentiels avec des organisations existantes. Charles observait son fils diriger la discussion avec une maturité impressionnante, déléguant des tâches et synthétisant des idées complexes de manière à ce que ses collègues puissent comprendre et contribuer efficacement. L'enseignant superviseur commenta à Charles le talent naturel d'Owen pour le leadership et la résolution de problèmes, suggérant que le garçon envisage de participer à des concours nationaux de jeunes entrepreneurs. Quand Owen remarqua l'arrivée de Charles, il conclut rapidement la réunion et organisa son matériel, mais pas avant d'avoir programmé la prochaine session de travail avec ses collègues. « Papa, puis-je rester 15 minutes de plus ? Nous sommes très près de terminer la proposition de financement », demanda Owen, clairement absorbé par son projet. « Bien sûr, mais n'oublie pas que Zoé a un cours de ballet dans 1 heure, » répondit Charles, impressionné par le dévouement de son fils. En fin de journée, pendant le dîner à la maison, la famille établit sa routine nocturne de partage des moments forts et des défis de chaque journée, une pratique que Charles avait apprise dans des livres sur la parentalité positive. Zoé rapporta ses aventures scolaires avec des détails colorés, décrivant les interactions avec les professeurs et les camarades de classe avec un enthousiasme contagieux. Owen partagea des réflexions plus profondes sur ses études et ses projets, démontrant une capacité d'analyse qui grandissait constamment avec l'exposition à des idées complexes. Charles contribua avec des histoires de sa propre journée de travail, éditant le contenu pour adultes pour se concentrer sur les aspects que les enfants pouvaient comprendre et dont ils pouvaient apprendre. La table du dîner était devenue un espace sacré où chacun se sentait écouté, valorisé et encouragé à exprimer honnêtement ses pensées et ses sentiments. Après avoir terminé son repas, Zoé demanda la permission de montrer à Charles une nouvelle danse qu'elle avait apprise, transformant le salon en une scène improvisée. « Puis-je vous présenter ma danse spéciale ?» demanda-t-elle, se positionnant déjà au centre de la pièce. « Rien ne nous ferait plus plaisir que de regarder ta performance, » répondit Charles, se préparant à applaudir avec enthousiasme.
La présentation improvisée de Zoé remplit la maison de musique et de rire, tandis qu'elle démontrait les mouvements qu'elle avait appris pendant des mois de cours et y ajoutait ses propres interprétations créatives. Owen filmait la performance avec le téléphone de Charles, commentant techniquement les aspects de la chorégraphie qui démontraient les progrès artistiques de sa sœur. Charles observait avec une admiration totale, se souvenant de la fillette fragile et malade qu'il avait trouvée et contrastant ce souvenir avec l'enfant confiante et talentueuse qui dansait joyeusement dans son salon. La spontanéité du moment capturait parfaitement la dynamique familiale qu'ils avaient construite, soutien mutuel, célébration des talents individuels et joie partagée dans les réalisations simples. Quand Zoé termina sa danse par une révérence spectaculaire, les deux hommes se levèrent pour lui faire une ovation debout, créant un moment de pur bonheur familial. « C'était la meilleure performance que j'ai jamais vue », déclara Charles, soulevant Zoé dans ses bras pour un câlin. « Mieux que n'importe quel spectacle professionnel », acquiesça Owen, continuant de filmer la célébration. Pendant la routine de préparation au coucher, Charles supervisait les bains et le brossage des dents des deux enfants, une pratique qu'il avait maintenue depuis les premiers jours pour s'assurer que les soins de santé de base deviennent des habitudes automatiques. Zoé choisit un pyjama avec des imprimés d'étoiles qui correspondaient à son intérêt renouvelé pour l'astronomie, tandis qu'Owen sélectionna des vêtements de nuit simples mais confortables qui lui permettraient de bouger librement pendant son sommeil. Charles vérifia que tous deux avaient terminé leurs devoirs et organisé leur matériel pour le lendemain, une responsabilité qu'il partageait avec les enfants pour enseigner la planification et l'organisation. La maison se remplit des sons doux de la préparation nocturne, l'eau qui coule, les brosses à dents et les conversations à voix basse sur les plans du week-end. Quand les deux enfants furent prêts à dormir, Charles initia le rituel de lecture qu'il avait établi depuis la première semaine, des histoires différentes pour chaque enfant en fonction de leurs intérêts et de leur niveau de lecture. « Quelle histoire veux-tu entendre aujourd'hui, princesse ?» demanda Charles, s'asseyant sur le bord du lit de Zoé. « Celle de la fille qui est devenue astronaute, » répondit-elle, se blottissant sous ses couvertures préférées. Après avoir lu à Zoé jusqu'à ce qu'elle s'endorme paisiblement, Charles se déplaça dans la chambre d'Owen, où il trouva le garçon lisant de manière autonome un livre sur le leadership des jeunes qu'il avait emprunté à la bibliothèque de l'école. La capacité de lecture d'Owen s'était considérablement améliorée au cours des mois d'éducation formelle, lui permettant d'explorer des sujets complexes qui nourrissaient ses ambitions croissantes. Charles s'assit dans le fauteuil près du lit et parla tranquillement avec Owen des concepts que le garçon découvrait dans ses lectures, offrant des perspectives d'adulte qui enrichissaient la compréhension juvénile. Ces conversations nocturnes étaient devenues des moments spéciaux de connexion intellectuelle entre père et fils, où les idées étaient explorées sans pression ni attente formelle. Quand Owen commença à bâiller, Charles marqua la page de son livre et ajusta les couvertures, créant un environnement propice à un sommeil réparateur. « Papa, penses-tu qu'un jour je pourrai aider autant d'enfants que tu nous as aidés ?» demanda Owen, sa voix devenant somnolente. « Je suis sûr que tu aideras beaucoup plus d'enfants que je ne pourrais jamais l'imaginer, » répondit Charles, embrassant le front de son fils. Seul dans sa propre chambre pour la première fois de la journée, Charles réfléchit au voyage extraordinaire qui avait conduit sa famille au point actuel de bonheur et de stabilité. Il ouvrit l'album photo qu'il gardait sur sa table de chevet, feuilletant les images qui documentaient les étapes importantes. La première nuit des enfants à la maison, les premiers jours d'école, les présentations artistiques et des centaines de moments quotidiens qui étaient devenus précieux. Chaque photographie racontait une histoire de croissance, de guérison et d'amour croissant qui avait transformé 3 vies individuelles en une unité familiale cohérente. Charles s'arrêta sur une image spécifique, prise dans le jardin lors d'un barbecue de week-end, où tous les 3 apparaissaient en train de rire tandis que Zoé essayait de retourner des hamburgers avec une spatule plus grande qu'elle. La joie capturée à ce moment-là résumait parfaitement la dynamique familiale qu'ils avaient construite ensemble grâce à la patience, la compréhension et l'engagement mutuel. « Comment ai-je pu vivre si longtemps sans eux ?» murmura Charles, observant ses enfants endormis à travers les portes ouvertes des chambres. « Maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans ces 2 miracles, » ajouta-t-il, rangeant l'album avec un sourire satisfait. Le lendemain matin, Charles se réveilla tôt et se promena dans la maison silencieuse, observant les preuves de la vie de famille vibrante qui s'était développée dans chaque pièce. La cuisine contenait les dessins de Zoé aimantés sur le réfrigérateur, à côté des certificats académiques d'Owen et des photographies d'événements familiaux. Le salon montrait des signes des activités nocturnes, des livres laissés ouverts sur la table basse, les chaussons de ballet de Zoé organisés près du piano, et les carnets de projets d'Owen étalés sur une table d'appoint. Charles prépara le café et s'assit dans le jardin arrière,
observant les oiseaux que Zoé avait appris à identifier par espèce et qu'elle nourrissait religieusement chaque matin. Le silence paisible du petit matin offrait un temps de réflexion sur les réalisations passées et les projets futurs pour sa famille en constante évolution. Lorsqu'il entendit les premiers bruits de mouvement à l'étage, Charles sourit d'anticipation, se préparant pour une autre journée pleine de joie, de petits défis et d'amour inconditionnel. Un autre jour parfait qui commence avec ma famille parfaite, pensa-t-il en entendant Zoé fredonner sous la douche. Je ne pourrais rien demander de plus à la vie que ce que j'ai exactement maintenant, conclut-il en se levant pour commencer les préparatifs du petit déjeuner. Maintenant, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et si vous avez aimé cette histoire. Alors, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et découvrez la prochaine vidéo qui vous attend juste ici sur l'écran. Je vous y attends.